mars 2024. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de cet hebdo. Cette édition s'intéresse à la sortie musclée de Paul Atangandi en début de semaine. Dans un communiqué datant du 12 mars dernier, le ministre de l'Administration territoriale interdit les activités de l'Alliance politique pour le changement de Jean-Michel Ninthieu et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun de Olivier Billet. Selon Paul Atangandi, il s'agit des coalitions illégales et envisage considérer toute résistance comme une déclaration de guerre. Les gouverneurs des régions sont d'ailleurs en alerte. Seulement, les partis politiques de l'opposition font la sourde oreille et disent ne pas se sentir concernés par les menaces du MINAT. À l'approche de 2025, année de double scrutin, présidentielle et législative, comment comprendre la sortie de Paul Atangandi dans un contexte de crise sociopolitique? Les coalitions politiques qui se créent pour une transition au Cameroun auraient-elles des agendas cachés? Jusqu'où ira le bras de fer MINAT-opposition? Aussi, double identité, la FECAFOOT relance le débat. La Fédération camerounaise de football a rendu public cette semaine une liste de 62 joueurs issus de 15 clubs qui sont déclarés inéligibles pour participer au play-off. Motif, fraude sur leurs âges, une sortie qui arrive quelques mois après le cas de 21 joueurs d'un tournoi U17 qui avait été écarté en 2023 pour la même raison. Sauf que le problème n'est pas propre au football. En janvier 2021, la délégation générale à la Sûreté nationale avait révélé que plus de 3 millions de Camerounais ont une double, voire triple identité. Une situation qui rend l'établissement des cartes nationales d'identité difficile au Cameroun. Et donc, la fraude sur l'âge est un problème général. Quelle peut être la source? Quel mécanisme doit-on adopter pour assainir et lutter efficacement contre le trafic de l'âge au Cameroun? Voilà autant de préoccupations qui nous intéressent dans le cadre de cette édition de cet hebdo. Bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord les panélistes. Damien Macon, vous êtes militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Boudicou, bonjour à mes co-panélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à vos techniciens studio et derrière la vitrine. Merci de m'avoir invité. Un bonjour spécial à mes convillageois de Matom, c'est dans l'Union Ikele, le centre du Cameroun. Merci de m'avoir invité. Damien, je vous accueille avec cette question. 7622 fonctionnaires et agents de l'État absents de leur poste de travail. L'information a été donnée mardi par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative lors de la réunion de coordination spéciale portant sur la phase contentieuse de cette opération. Malgré les multiples avertissements et rappels à l'ordre du gouvernement depuis des années, les absences perdurent. Ne faut-il pas, Damien, finalement, des solutions plus dures ou draconiennes pour résoudre ce problème malgré les conséquences? Oui, c'est un problème que quelqu'un qui émerge à la solde de l'État ne soit pas présent à son poste de travail. Maintenant, si on s'arrête à la conséquence sans interroger l'étiologie de ce phénomène, on risque de ne pas résoudre le problème. Pourquoi est-ce que des gens qui émergent à la solde de l'État ne trouvent pas d'intérêt à rester au Cameroun? C'est une question que l'on peut aborder au cours de toute une émission. Moi, ce que je crois sincèrement, c'est que on ne peut pas être pour l'éthique de façon au choix, je veux dire à tempérament. Lorsqu'on décide d'être pour l'éthique, on doit pouvoir respecter les lois et règlements de la République. Donc, ceux qui ne sont pas présents à leur poste, le salaire étant la contrepartie d'un service fourni, s'ils ne fournissent pas le service, ils n'ont pas droit à leur salaire. Et si au demeurant, ils ne parviennent pas à expliquer les raisons de leur absence, ils doivent être purement et simplement radiés. Donc, pour moi, la question ne se pose pas. Vous ne respectez pas vos engagements contractuels vis-à-vis de l'État, vous devez être simplement et purement radié. C'est ma position. D'accord, merci beaucoup. Philippe Nanga, vous êtes coordonnateur de On Monte Avenir et acteur de la société civile. Bonjour, bienvenue. Bonjour et salut à tous les téléspectateurs qui nous regardent, à toute la jeunesse qui nous regarde. Salut aux panélistes. Affaire Martinez-Zogo, quelques jours après leur inculpation, Amougou Belinga et compagnie sont désormais fixés sur la suite de la procédure. Ils ont été notifiés cette semaine de l'ouverture de la première audience prévue le 25 mars prochain. Philippe, est-ce que vous avez le sentiment que l'on se rapproche de la fin de cette affaire ou c'est tout simplement le début d'un interminable procès une fois de plus au Cameroun? Difficile de répondre à une telle question. Dans
contexte camerounais, contexte judiciaire camerounais, où une affaire peut durer 6 mois, une autre peut durer 15 ans. Difficile de répondre à cette question. Peut-être le début réel d'une affaire, peut-être la sortie enfin d'une affaire. Voilà, on pense aux deux possibilités. Par contre, moi, je dirais, sur cette affaire, le regard que nous avons, enfin, que moi j'ai personnellement, c'est qu'on focalise beaucoup l'attention, ça peut être compréhensible aussi, beaucoup d'attention sur certaines personnalités, n'est-ce pas, qui sont impliquées dans l'affaire, sans trop regarder, sans trop parler du journaliste qui a été assassiné. Et si vous suivez l'actualité autour, voilà, on projette les projecteurs, j'ai envie de dire comme ça, là, sur d'autres personnes. Vont-ils sortir, vont-ils rester, ainsi de suite, sans véritablement s'intéresser à la famille éprouvée depuis plus d'1 an qui n'arrive pas à faire le deuil jusqu'ici. Et on n'en parle même pas. Ça, c'est un souci quand même que le corps de ce journaliste soit encore aujourd'hui sous scellé et que la famille ne puisse pas faire le deuil. Il me semble que ça devrait préoccuper davantage les publics, l'opinion, voilà, pas peut-être moins que l'autre partie. Donc, oui, on espère que enfin on va pouvoir commencer, n'est-ce pas, à comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est quand même extraordinaire. Hein. On en rigole un peu. C'est extraordinaire de voir que dans un pays comme le nôtre, quelqu'un peut être assassiné aussi sauvagement et que plus d'1 an après, on n'arrive toujours pas à déterminer qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est quand même... quand on connaît quand même la capacité de travail de nos services de renseignement, j'ai du mal à comprendre qu'on ne soit pas à même de nous dire exactement, plus d'1 année après, qu'est-ce qui s'est réellement passé concernant cet assassinat-là. On espère que le procès va tendre finalement à son terme et qu'on aura les questions, les réponses à ces interrogations. Guy Laurent Kwam, vous êtes militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation que vous faites au MRC. Nous sommes heureux d'être là. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que venons de Yaoundé, précipitamment, parce que nous avons eu à participer aux obsèques de Madame Bilorefa, la reine de la communauté, la reine mère de la communauté Vok-Beti. Les obsèques qui ont eu lieu du côté de Flamenco hier, du carrefour Flamenco à la chefferie. Donc nous sommes très heureux, malgré la fatigue, d'être là. Merci d'être là. Perturbation du réseau. Je voudrais également dire bonjour aux copanélistes. Voilà. En tout cas. Ils ont suivi perturbation du réseau Internet au Cameroun. Dans un communiqué du 14 mars, l'Association des opérateurs de téléphonie mobile informe que les câbles sous-marins de fibre optique WAX et SAT3 qui assurent également l'accès des pays de la côte ouest africaine au réseau font l'objet d'incidents majeurs. Une crise d'Internet qui s'ajoute à bien d'autres déjà, l'électricité, l'eau, le carburant, la vie chère. Comment on peut surmonter ce climat chrysogène au Cameroun, Guy Laurent? Il faut simplement travailler pour que les crises baissent un peu. C'est vrai que la situation particulière d'Internet, due à la rupture des câbles, c'est une situation internationale qui n'est pas forcément liée à la malgouvernance que nous avons au Cameroun. C'est un accident. Il me semble que les fibres ont été grignotées par des requins, dit-on, donc nous ne sommes pas le seul pays touché. Plusieurs pays en Afrique sont touchés par cette crise de l'Internet. Bon, maintenant, pour ce qui est des crises que nous avons au Cameroun, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est toujours pas résolue. Les Camerounais manquent de l'eau potable, c'est connu. Je suis arrivé très tôt ce matin venant de Yaoundé et je n'ai pas pu me reposer paisiblement parce qu'il n'y avait pas d'électricité. C'est une situation qui commence à bien faire pour tous les Camerounais. Que même sur le plan de la démocratie aujourd'hui, l'ensemble des acteurs appellent à ce que nous puissions avoir aujourd'hui un code électoral consensuel. Nous travaillons dessus avec plusieurs partis politiques d'opposition. Mais ça aussi, le système n'arrive pas
à accepter que cela se fasse. Donc, il faudra simplement que nous comprenions que ce pays appartient à tous les Camerounais et que nous devons nous asseoir à la table de négociation ou à une même table pour pouvoir résoudre toutes ces crises-là. Annoncé au préalable, il a eu un empêchement de dernière minute. Charles Elizank, remplacé sur ce plateau par Patrick Rifoué, homme politique, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Patrick, bonjour, bienvenue. Bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce dimanche. Avec vous, on va sortir des frontières du Cameroun, Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo investit dans son parti politique, le PPACI, parti du peuple africain, Côte d'Ivoire, à l'élection présidentielle de 2020. C'est l'ancien chef de l'État, radié, comme vous le savez, des listes électorales à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne, envisage tout de même candidater. Comment on peut comprendre ou bien analyser cette démarche de Laurent Gbagbo, Patrick? Écoutez, c'est un ancien président. Il a purgé sa peine. Le fait qu'il ait été précédemment radié ne signifie absolument pas qu'il ait été déchu de ses droits civiques. À partir du moment où il remplit les conditions de candidature à la candidature, il a le droit d'avoir cette ambition-là. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur une éventuelle candidature d'un Ivoirien, fût-il ex-président, à une élection présidentielle qui ne concerne pas au premier chef les Camerounais. D'accord. On va entrer dans le vif du sujet avec la première thématique, climat socio-politique, bras de fer, MINAT, opposition. Dans un communiqué datant du 12 mars dernier, le ministre de l'administration territoriale interdit les activités de l'Alliance politique pour le changement de Jean-Michel Ninthieu et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun de Olivier Bilé. Selon Paul Atangandi, il s'agit des coalitions illégales et envisage considérer toute résistance comme une déclaration de guerre. La première question, je vous la pose, Damien Macon. Vous êtes du PCRN et aussi communicant pour le compte de l'ATP, Olivier Bilé. Comment avez-vous accueilli la sortie du MINAT en début de semaine? Alors, je suis militant du PCRN, je suis communicant pour le PCRN. Pour le moment, je n'ai pas encore été appelé à communiquer pour le compte de l'ATP, quoique je peux m'avancer sur un ou deux petits sujets en attendant d'être officiellement investi pour répondre de l'ATP. Alors, de 1982 à 2018, M. Biapol a été fidèle à une pratique dans la constitution de ses gouvernements. Dans chacun de ses gouvernements, il a souvent mis un ou deux tartarins, des gens qui sont là pour animer la galerie. On a souvent eu, Konchu Komene, on a eu Amatou Toumouna, on a eu Issa Chiroma Bakari, mais en 2019, il a franchi un cap en mettant dans un gouvernement de 39 personnes, 5 ou 6 matamors. On y retrouve Madeleine Chouente qui garde des écureuils ou je ne sais pas quoi dans son bureau. Il y a Jean de Dieu Momo qui fait le Tintin. Il y a Madame Pauline Rengene dont on ne sait pas son rôle dans ce gouvernement. Il y a et le plus fanfaron de tous, il y a donc Monsieur Paul Atangandi qui s'est spécialisé dans la pitrerie. Monsieur Paul Atangandi est sorti en début de semaine pour dire qu'il veut interdire ce qui n'existe pas. Parce que dans le droit positif camerounais, les coalitions et alliances ne sont pas définies. Donc, du point de vue légal, on ne peut pas interdire ce qui n'existe pas. Mais avant, si vous voulez, avant d'entrer sur le pan technique de cette histoire, permettez-moi de donner ce message, ces petits conseils à M. Atangandi. D'abord, je voudrais lui rappeler, certainement il le sait, que lorsque Dieu veut te confondre, il t'ôte une première chose, c'est l'humilité. Il t'enlève l'humilité, il te fait croire, il te moboutise, il te fait croire que tu es Dieu, un autre Dieu. Et il te fait croire que tu es le nombril du monde. Et il a utilisé cette technique, et c'est le conseil que je donne à M. Atangandi, il a utilisé cette technique avec Ben Ali. Lorsque le 20 décembre 2010, Simon-Lal, le maraîcher du nom de Abdelaziz Mohamed Bouazizi, voilà. Ben Ali a fait sortir ses crocs. Il a mis sur le carreau 334 Tunisiens et en a blessé 2272. Sauf que cela n'a pas suffi pour que la grogne, la colère des Tunisiens baisse.
Résultat des courses, le 14 janvier 2011, Ben Ali était obligé de mettre fin à un cycle de 23 ans de règne sans partage, merci, et il s'est exilé pour l'Arabie Saoudite. Donc, M. Tangandi, qui aujourd'hui croit qu'il a tous les pouvoirs du Cameroun, ne se surprennent pas lorsque le maître suprême, le peuple, décidera de prendre le pouvoir dans ce pays. Et lorsque j'ai fini de dire cela à M. Tangandi, je m'adresse quand même à mes pairs de l'opposition pour leur dire, lorsque vous décidez de diriger un pays, vous devez être sérieux et ne pas vous laisser influencer par ce genre de déclaration. Je suis d'accord avec vous que moi, personnellement, en tant que membre du PCN, je ne me sens pas concerné par ces jérémiades de monsieur Atangandi. Lorsque vous décidez de diriger un pays comme le Cameroun et que vous serez donc amené demain matin, lorsque vous présiderez au destiné de ce pays, à discuter avec Vladimir Poutine, Joe Biden, avec Kim Jong-un et tous ces leaders du monde, vous devez pouvoir être sérieux, ne pas se laisser influencer par M. Atangandi, quelqu'un à vide de popularité. Maintenant, sur le plan technique, je vous ai dit qu'on n'interdit pas ce qui n'existe pas. Donc, M. Atangandi ne peut pas interdire une coalition. Et je me pose quand même la question de savoir si les organisations syndicales ont le droit de se regrouper en confédération. Si les associations sont autorisés à se regrouper en réseau. Pourquoi est-ce que les partis politiques ne pourraient pas se regrouper en coalition dans la perspective d'une mutualisation? Et je sors, si vous permettez. M. Atangandi fait quand même preuve par cette sortie d'une cécité cognitive à nul autre pareil. Lorsque M. Atangandi nous dit que des coalitions sont des partis politiques ou alors sont des associations, les coalitions sont des cadres de concertation. C'est d'autant plus que lorsque vient une élection, les coalitions ne présentent pas un candidat. Elles se réfèrent à un parti politique légalisé ayant des élus pour pouvoir présenter le candidat. Mais si vous voulez, je termine, je sors vraiment par là, j'aimerais quand même comprendre quel a été le cadre de fonctionnement du G20 en 2018 dans ce pays. Et j'aimerais aussi que M. Atangandi me dise ce qu'il entend par majorité présidentielle, c'est-à-dire le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui au Cameroun. Est-ce un parti politique, est-ce qu'ils ont, eux, le droit de se mouvoir publiquement? J'aimerais savoir. Guy Laurent Kwam, comment comprendre la visite de Jean-Michel Ninthieu à Ayoub Tabé dans le cadre d'une coalition politique? Est-ce qu'il s'agissait en fait d'une visite juste de simple courtoisie ou bien il s'agissait d'une visite pour préparer les élections ou alors dans le cadre de l'alliance qu'il a créée? Déjà, je ne sais pas. Je suis... Oui, mais vous êtes militant du MRC et le MRC, je veux dire, en sympathie avec Jean-Michel Ninthieu dans le cadre de... Cela ne me rend pas porte-parole de l'APC. Je suis Guy Laurent Kwam, communicant du MRC. L'APC est une autre entité qui est dirigée pour le moment par M. Jean-Michel Ninthieu. D'accord. Et donc, s'il y a des éléments pour lesquels, des prétextes pour lesquels il a rencontré M. Ayoub Tabé, je ne suis pas, moi, habilité à expliquer. Alors, quelle analyse? Maintenant, quelle est l'analyse que je peux en faire? Pour le moment, il ne me semble pas. À côté de moi, j'ai un des grands experts des questions de droits de l'homme de ce pays. Je ne sais pas si M. Ayoub Tabé est interdit de visite. Même s'il a été condamné, les Camerounais de divers horizons peuvent lui rendre visite. Parce que, en plus, nous considérons, nous, que M. Ayoub Tabé est un Camerounais comme tous les autres qui jouit de ses droits et de ses devoirs de citoyen. Donc voilà. Là, simplement, nous n'avons aucun commentaire à faire là-dessus. Si M. Ayoub Tabé était interdit de visite, M. Jean-Michel Ninthieu n'aurait jamais eu accès à lui. Nous avons fait la prison avec M. Maurice Kamto dans le cadre des marches pacifiques et nous savons exactement comment cela se passe en prison. Quand vous êtes interdit de visite, le régisseur s'arrange à ce qu'on ne puisse pas vous rencontrer. Donc maintenant, la visite de monsieur, de l'honorable Ninthieu intervient bien dans un certain environnement. Dans un environnement où il y a des partis politiques qui ont décidé de commencer à travailler pour une certaine coalition. On a l'ATP, l'Alliance des transitionnistes, on a l'APC, l'Alliance politique pour le changement de M. Jean-Michel Ninthieu. Et ces coalitions ont évidemment le droit de rencontrer
toutes les organisations possibles, les différents Camerounais qui peuvent participer à ce que le Cameroun, que nous souhaitons tous avoir, puisse voir le jour d'ici très peu. On a l'impression, au-delà de l'aspect juridique qu'a évoqué M. Makan, on a l'impression que le régime est en panique. On a l'impression que le RDPC ne s'attendait pas à ce que les partis politiques d'opposition commencent à négocier bien avant l'heure. Mais très souvent, c'est eux qui nous ont dit que les partis politiques d'opposition n'attendent que les moments des élections pour être actifs sur le terrain. Mais aujourd'hui, depuis 2018 d'ailleurs, beaucoup de partis politiques d'opposition ne sont pas assis. Ils sont debout, ils travaillent. Et le message que nous passons aux Camerounais, parce que au MRC, là je parle au nom du MRC, depuis 2012 que nous sommes sur le terrain politique, nous avons un leitmotiv. C'est le changement d'avenir par la paix et par les urnes. Au MRC, ce message n'a pas changé. Et nous continuons donc à demander aux Camerounais de s'inscrire massivement sur la liste électorale, d'aller voter au moment des élections, de contrôler et de surveiller et de défendre leur vote. Et ce message n'a pas changé pour le moment. Laurent, permettez-moi de vous relancer. Jean-Michel Ninthieu crée l'ACP. L'APC, pardon. On sait que Ayoub Tabé est connu, du moins sur le plan politique, il n'a pas une grande représentativité, on le sait. Il est leader d'un mouvement séparatiste. Il a été condamné pour cela. Et Jean-Michel Ninthieu part quand même lui rendre visite. Est-ce qu'il n'y a pas lieu là de comprendre la prudence du MINAT? Je ne sais pas si la prudence du MINAT doit mettre en berne les libertés publiques dans ce pays. Il a le droit d'être prudent et il a les moyens d'État pour enquêter. Mais cela ne devrait pas empêcher que les libertés publiques continuent à s'exercer. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il n'y a que le RDPC qui peut faire un dialogue constructif dans ce pays? Même si M. Ayoub Tabé est séparatiste, qu'est-ce qui vous dit qu'une rencontre entre lui et M. Ninthieu ne peut pas permettre de continuer à avancer vers la pacification? Et qu'aujourd'hui, cette attitude d'ailleurs, et beaucoup d'anglophones dans le cadre de la crise du Nozo, depuis des années ont été très déçus par la manière avec laquelle ils sont traités. Les uns et les autres se sont exprimés différemment. D'autres ont choisi la voie de la violence et même la voie de la sécession. Notre rôle à nous, c'est d'aller vers ces autres compatriotes, ces autres frères, pour les convaincre du fait que cette voie n'est pas la bonne. Et ne faisons pas l'économie des rencontres. Il y a une sortie de M. Zongan, quand nous sommes sortis de prison, nous avons été interpellés avec M. Maurice Kamto, où il disait que la prison nous a permis un rapprochement avec ceux qui se disent, entre guillemets, des sécessionnistes. Les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Il n'y a pas d'économie à faire dans le dialogue. Nous avons, pendant que nous étions en prison, discuté avec beaucoup d'anglophones qui nous ont dit, pour beaucoup, au fond, nous ne sommes pas pour la sécession. Nous demandons simplement que la République nous entende. Et si on avait compris, quand on parle du dialogue inclusif, sincère, que nous appelons de tous nos voeux, c'est pour demander de ne pas faire de réserve. Nous pouvons parler avec des anglophones. Beaucoup de la communauté anglophone, même qui sont déjà du côté des sécessionnistes, sont prêts à retrouver la République si nous avons un langage franc, sincère et qui leur promet un Cameroun de partage. Patrick Rifoué, comment comprendre la mesure du MINAT? Parce que c'est une question quand même qu'on peut se poser. Depuis 1990, il y a eu plusieurs alliances politiques, on ne doit pas revenir là-dessus. Il y a d'ailleurs votre parti qui est engagé dans une alliance historique qui est connue et reconnue. Et la dernière alliance politique d'ailleurs, c'était en 2020, le G20 de 2018. Le G20 2018, pardon, 2018, Jean de Dieu Momon et les autres leaders politiques de l'opposition. Comment comprendre cette mesure du MINAT? Et pourtant, on sait qu'il y a déjà par le passé, il y a eu des coalitions politiques au Cameroun. La mesure du MINAT est une mesure de bon sens qui vient mettre un holà à une situation qui était de nature à créer la confusion dans l'esprit des citoyens camerounais. Le ministre n'interdit pas aux formations politiques d'entrer dans des coalitions. Le président Biya, en 2018, a eu 71% des suffrages valablement exprimés dans le cadre d'une coalition au sein de laquelle vous aviez l'UNDP, le FSNC et puis le G20 qui s'était rajouté. Maurice Kamto était
à la tête d'une coalition qui lui a permis d'avoir 14%. Dans cette coalition, vous aviez le parti de Paul Éric Kingé, vous aviez le parti d'Albert Zongan, vous aviez le parti d'Akere Mouna, vous aviez le parti le mouvement Agir de Christian Penda Ekoka. Donc, les coalitions politiques ont toujours existé au Cameroun et elles peuvent agir dans le champ politique. Seulement, il y a une période pour cela. C'est la période électorale. Lorsque vous décidez, nous sommes en février, entre février et mars 2024, d'installer une ambiance de campagne électorale au Cameroun, vous ne respectez pas la loi. Et il appartient au ministre de vous rappeler à la loi. La loi dit qu'il y a une période pour laquelle vous pouvez vous déployer. Si ce sont des activités ordinaires des formations politiques, eh bien, toutes les formations politiques, ici, en tout cas celles qui sont sur ce plateau, mènent des activités. Je n'ai pas entendu le ministre s'en mêler. Mais pour ce type d'activité-là, il y a une période, c'est la période électorale. Si vous sortez de cette période-là, vous êtes dans l'illégalité. Sauf que, Patrick, ça c'est pour vous relancer, le ministre dans son communiqué n'a pas donné de précision aussi. Mais je suis justement en train d'expliquer les fondements de la décision du ministre. Donc, c'est illégal. Ça, c'est la première chose, parce que c'est hors période. OK. Deuxième chose, on vous dit coalition, alliance pour la transition politique. Bon, moi, ce que je sais, c'est que les gouvernements de transition ne sont jamais le produit d'une élection. Les gouvernements de transition sont mis en place lorsqu'il y a un effondrement des institutions. Et c'est à la suite de l'effondrement des institutions que ce type de gouvernement se met en place. Ce qui signifie que si des gens décident de travailler à un gouvernement de transition, ça signifie qu'ils ont un projet séditieux. Mais écoutez, nous sommes en République. Et le seul moyen d'accéder au pouvoir, ce sont les urnes. Si vous êtes à la tête d'un projet séditieux, il appartient au ministre de mettre fin sans délai aux activités qui sont liées à ce type de projet. Donc, effectivement, vu la nature de ce projet-là, le ministre n'avait d'autre choix que de mettre fin aux activités de cette alliance. Parce que, manifestement, elle ne compte pas sur les urnes pour arriver au pouvoir. Elle seule sait par quel mécanisme elle va mettre sur pied son gouvernement de transition. Mais de toutes les façons, l'histoire ailleurs nous apprend que les transitions se font toujours sur les cendres de l'effondrement de l'État. D'accord. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, ensuite je sortirai par là. Nietzsche, qui est à la tête de l'Alliance, en réalité, qui est au service de Maurice Kamto, M. Jean-Michel Nietzsche travaille pour Maurice Kamto. Et il a commencé un certain nombre de consultations pour consolider son alliance, c'est-à-dire qu'il fait du recrutement. C'est dans ce cadre qu'il a d'ailleurs écrit au président du PCRN pour lui demander si le président du PCRN était disposé à rejoindre cette alliance. Donc vous avez cet individu qui est au service des ambitions politiques de Maurice Kamto, qui va rencontrer un leader séparatiste, un monsieur qui clame haut et fort, ses déclarations sont sans équivoque, qu'il est à la tête d'un État qui ne reconnaît pas le Cameroun. C'est-à-dire cet individu ne se considère pas lui-même comme Camerounais. C'est un séparatiste qui l'affirme à chaque fois qu'il a l'occasion de prendre la parole. Donc, vous avez des gens qui, dans le cadre d'une coalition politique, veulent coaliser avec un séparatiste. Autrement dit, peut-être que demain, dans le cadre de la coalition, la promesse qu'on va lui faire, c'est tu rejoins notre coalition, et puis demain, si on prend le pouvoir, on va vous accorder l'indépendance. Mais non, il ne peut pas y avoir de projet politique séparatiste pour une formation dite républicaine. Donc, pour cette raison-là, cette alliance-là également ne peut pas continuer à agir. Donc, pour les trois raisons que je viens d'énoncer, c'est-à-dire le fait qu'il y a un délai légal pour agir d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas accepter le séparatisme, parce qu'on ne peut pas accepter la sédition, effectivement, le ministre était parfaitement en droit de mettre fin aux activités de ces alliances et nous espérons que l'administration fera tout pour que, au-delà des communiqués qui sont produits ça et là, que ces alliances cessent toute activité
dans le champ politique camerounais. Philippe Nanga, avec vous, je voudrais qu'on aborde un peu le volet légal. Ces coalitions sont déclarées illégales par le MINAT. Quelle est la base juridique, selon vous, qui sous-tend les activités d'une coalition politique au Cameroun? Est-ce qu'il y a une période durant laquelle ces coalitions peuvent se réunir? Bon, je suis un peu gêné par la sortie de Dr Foué parce que c'est quelqu'un que je considère souvent comme modéré dans le camp du parti au pouvoir, mais je suis un peu choqué d'ailleurs par sa sortie. Quand même, on ne pouvait pas réitérer les propos du ministre, vous connaissant très bien, comme quelqu'un qui défend quand même des droits aussi. Réitérer les propos du ministre en appelant le gouverneur à interdire des cadres de concertation qui se construisent, n'est-ce pas, par des acteurs politiques et associatifs. Quand même, je trouve ça un peu choquant. Non, je pense qu'il y a eu des choses déjà dites qui méritent que je ne dise plus la même chose. Les associations, les réseaux qui existent, reconnus par M. Atangandji, parce que ces réseaux, je prends le cas de Dynamique Citoyenne, vous connaissez le réseau Dynamique Citoyenne qui existe depuis 2005, bien connu du ministre Atangandji. Dynamique Citoyenne a d'ailleurs reçu des financements du gouvernement du Cameroun, donc du MINEPAT. Vous avez la Planoscam, la plateforme nationale des organisations de la société civile du Cameroun, a reçu des financements du gouvernement du Cameroun à travers le MINEPAT. Monsieur Atangandji doit le savoir. La Planoscam a reçu des financements sur la base de quoi? Sur la base de quoi? La plateforme nationale des organisations de la société civile du Cameroun, sur la base de quoi? Voilà. Donc, la légalité des réseaux et plateformes, n'est-ce pas, est tirée de la légalité des organisations membres. Tout simplement. Tout simplement. Ce sont des organisations légalisées, enfin légales, n'est-ce pas, qui se réunissent dans des cadres de concertation, dans des cadres dans des cadres de synergie, n'est-ce pas, pour agir sur des questions diverses, autour des questions diverses. Et donc, ça a toujours existé au Cameroun. M. Atangandji le sait, je pense qu'on n'a pas besoin de lui rappeler. Sa sortie est tout simplement malsaine et maladroite. Comme d'habitude, de toute façon, c'est une habitude ce type de sortie. Il appelle d'abord pseudo-association. Il ne s'agit pas d'association, il s'agit de regroupements d'acteurs politiques. Donc, et donc, ils n'ont pas besoin. Il y a une confusion générale dans son. Ça n'a rien à voir avec ce que mon ami Rifou essaie de démontrer ici. Non, M. Atangandji n'est pas dans votre lecture là. Il ne s'agit pas d'un regroupement qui, dans la perspective d'une campagne, non. Il ne fait allusion nulle part à la campagne. Non. Il dit que ce genre de regroupement ne devrait pas exister. Point. Il n'a pas dit que ce n'est pas le moment. Voilà. Je sais que vous utilisez souvent votre intelligence pour essayer de démontrer des choses complètement indémontrables, mais là, sur le coup, quand même, reconnaissez que le ministre, peut-être parce qu'il fait partie... Non, ce n'est pas parce que c'est le régime du RDPC qui est là et que ce ministre appartient à ce régime-là que vous allez défendre n'importe quoi. Vous avez le droit de dire quand même qu'il s'est trompé, ce ministre, comme il le fait, n'est-ce pas, de temps en temps, et ça n'honore pas ni le Cameroun, encore moins le parti dans lequel il milite. Pas du tout. Donc, oui, mais Philippe, est-ce que vous comprenez la réaction quand même des partis politiques qui résistent et se considèrent qu'ils ne sont pas concernés par la sortie du Mais ils ne sont même pas concernés. Moi, je serais dans ces regroupements-là que je ne me gênerais pas du tout. Il en a l'habitude, ce monsieur. Et il nous a bloqué notre agrément depuis 3 ans. Il tourne, il nous appelle, envoyer session, on envoie, machin. Bon, ça, nous, on est en fonction parce qu'on est d'abord association. Nous sommes association. Et bon, après, il profite aussi d'un environnement favorable à ce type de comportement. Si on était dans un pays où quand un ministre fait un truc comme ça, les gens étaient dans la rue, attendant qu'il serait parti du gouvernement depuis longtemps. Mais comme on est dans un pays où un gars peut se lever un matin, il insulte tout le monde, et il reste là, on ne fait rien.
C'est pour ça que ça perdure. Comme ça, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout pour l'État du Cameroun parce qu'on n'en a pas besoin. Et puis le Cameroun ne mérite pas quand même d'être à chaque fois traîné dans la merde comme ça par quelqu'un qui porte les attributs de ministre. Il faut respecter le Cameroun. On doit respecter le Cameroun et quand on respecte le Cameroun, il faut éviter d'avoir des comportements qui n'honorent pas notre pays. Moi, je suis choqué par les sorties de M. Attan. On n'est pas dans... c'est vrai que le gouvernement qui nous traîne depuis plus de 40 ans maintenant a du mal à trouver de solution au problème des Camerounais, c'est clair. Mais ça ne donne pas l'ouverture à des gens de considérer que le Cameroun est une poubelle où on peut se lever et trouver n'importe quelle merde. Non. Il faut respecter notre pays. Je pense que moi j'interpelle le président Biya, je ne sais pas s'il écoute encore, mais franchement qu'il arrête cette affaire-là. Ce monsieur, je vais vous dire, en 2018, il a refusé de nous permettre, de nous donner, comment on appelle ça, les accréditations pour l'observation électorale. Ça gênait tout le monde, même dans son entourage. On a formé des gens, 1350 personnes formées par des fonds connus de tout le monde, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, la France. Et le monsieur, il a bloqué tout. Alors que tout le monde lui dit, ces gens sont bien formés. Les observateurs du monde à venir sont toujours bien formés par des experts. Ils n'ont jamais fait la merde. Nous avons toujours accompagné les CAM. Je pense qu'on a déjà reçu les lettres du Conseil électoral, de la Direction générale des élections Cameroun, pour féliciter le travail qu'un monde à venir fait autour des élections. Ça n'a pas empêché à M. Tangandjit de refuser de nous donner des accréditations. Sur la base de quoi on ne sait pas. Donc, et ça ne donne pas une bonne image, n'est-ce pas, à son gouvernement, encore moins à son parti politique. Donc, Damien, si on considère que les associations ou les coalitions politiques n'ont pas besoin d'attendre la période électorale pour mener leurs activités, est-ce qu'au moins ces coalitions sont assujetties à une déclaration de manifestation? Non, non. D'ailleurs, la période électorale sur ce plateau, si nous demandons au docteur Rifou lui-même qui est du RDPC, quelle est la période électorale probable du Cameroun, actuellement, il ne saura pas répondre. Le seul, c'est le Manitou seul qui sait répondre à ce genre de questions au Cameroun. Lui, le docteur Rifou ne peut pas nous répondre. Mais je rappelle, avant de répondre à votre question, une petite digression, que le gouvernement de la République du Cameroun a discuté avec M. Ayoub Tabé. Donc, je le rappelle pour que monsieur le docteur, il faut qu'il vaut hégémonie maintenant, sache que le gouvernement de la République du Cameroun a discuté avec M. Ayoub Tabé. Le lieu est connu, les intervenants à cette discussion sont connus, ses camarades du RDPC, donc il ne peut pas considérer que M. Ayoub Tabé a perdu tous ses droits parce qu'il est en prison. La lecture combinée de la Convention de 90 sur les droits des personnes soumises à la détention et l'article 45 de notre Constitution fait en sorte qu'on ne peut pas considérer que M. Ayoub Tabé ne doit pas recevoir des visites. Mais je reviens sur l'insinuation du docteur Rifoué sur le projet séditieux qu'aurait l'ATP. Je répète, je ne suis pas communicant de l'ATP, mais quand même, lorsque des choses aussi, bon, je ne veux pas les qualifier, sont dites, il vaut mieux que je réponde. Parce qu'on peut être un bon phraseur, un bon rhéteur, comme le docteur Rifoué, mais avoir un petit souci avec la culture politique. Je rappelle qu'il y a eu en Espagne de 1975 à 1982 une transition politique qui n'est pas née d'une rupture de l'ordre gouvernal. Je veux dire que de tout ce que le docteur Rifoué a évoqué là. Lorsque le dictateur Franco meurt en 1975, Juan Carlos de Borbón I prend le pouvoir. Il est acculé par la rue, les organisations syndicales qui demandent un ensemble de réformes. Et il est amené en 1976 à convoquer une assemblée constituante qui réécrit la constitution de l'Espagne, qui fait donc de l'Espagne une monarchie parlementaire, je crois que c'est ça, et qui divise l'Espagne en 17 communautés autonomes, ayant chacune un parlement et des pouvoirs bien déterminés. Mais ce qui est important, il me semble, c'est d'indiquer que la transition a commencé, est née du fait de l'entente, disons-le entre guillemets, entre
les modérés du franquisme et les modérés de l'opposition. C'est-à-dire qu'à force de compromis, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus sur un certain nombre de choses à faire avant de remettre le pays sur les rails, puisque en 1978, plus tard, le pays ira vers des élections et le Parti socialiste ouvrier espagnol prendra le pouvoir. Mais ce qui importe, c'est les acquis de la transition. Pendant les 7 ans de transition, de 1975 en 1982, qu'est-ce que l'Espagne a eu? L'Espagne a quand même eu que la constitution qui a été écrite a été approuvée par référendum le 26 décembre 1978. Et ce jour-là a été adopté comme jour de fête nationale en Espagne. C'est sous la transition que l'Espagne a connu son adhésion à l'OTAN. C'est sous la transition que le célèbre journal que vous appelez El País, qui s'appelle El País, est né. C'est sous la transition que l'Espagne a renoué ses relations diplomatiques avec le Vatican, rompues depuis 1960. Donc, il ne faut pas absolument qu'il y ait un coup d'État militaire, qu'il y ait la mort du président de la République, qu'il y ait vacances à la tête du pouvoir pour qu'on envisage la transition. Pourquoi est-ce qu'on envisage la transition aujourd'hui au Cameroun? Nous sommes dans un pays qui vit la tête sous l'eau du fait de 40 ans de malgouvernance, du point de vue général. 3 régions du Cameroun sont déclarées économiquement sinistrées. Nous avons des guerres sur 2 fronts, le nord-ouest et le sud-ouest, premier front, Boko Haram au nord, deuxième front. Nous avons 22% de notre richesse nationale qui est dilapidée dans le cadre du service de la dette qui est aujourd'hui à plus de 13 000 milliards. Nous avons des guerres de clans qui mettent sur le carreau des journalistes. Nous avons donc un pays qui est classé 153e mondial sur 189 sur l'indice de développement humain. Ça, c'est sur le plan général. Sur le plan micro, vous avez qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Tout est cher, le carburant, etc. Nous sommes donc dans une impasse. La tête sous l'eau, il faut donc un ensemble de réformes qui puissent remettre le Cameroun sur les rails. On peut le faire par le biais d'une transition, dans le cadre d'une élection, etc. Les modalités sont à choisir. Mais ce qui importe, c'est que le constat qui est clair aujourd'hui, c'est que le Cameroun est la tête sous l'eau. Nous proposons, donc, je sors. Mais pour répondre à ma question, parce que ma question est celle de savoir est-ce que les coalitions politiques sont assujetties à une déclaration de manifestation avant de... Alors, j'ai répondu à cette question en incipit. Je vous ai dit que le fait générateur de l'association, c'est l'Assemblée générale constitutive. D'où partent des statuts. Et ce qui légalise, rend légale l'association, c'est la reconnaissance du ministère de l'administration territoriale ou le silence de ce MINAT après 3 mois. D'accord? Donc, ça veut dire que du point de vue légal, je vous ai dit, dans le droit positif camerounais, les alliances et les coalitions ne sont pas définies. Donc, ne sont pas assujettis, leurs activités ne sont pas assujetties au 90-55 du 19 décembre 1990 sur les libertés publiques au Cameroun. Donc, on ne peut pas considérer que M. Atangan est en droit de dire qu'il interdit les activités de quelque chose qui n'existe pas du point de vue légal. Je crois que je vous ai répondu. D'accord. Guy Laurent, comme le ministre instruit au gouverneur de garder la main ferme, annonce, le gouverneur, les partis politiques annoncent qu'ils comptent ignorer la sortie du MINAT. Est-ce que ce bras de fer ne tente pas davantage le climat sociopolitique au Cameroun? Qui en est responsable? Qui en est responsable? Aujourd'hui, la décision du ministre Atangan montre 3 éléments fondamentaux que l'on tire de cette affaire. Le premier élément, si vous observez dans son communiqué, c'est la violence des mots qu'il utilise. C'est le ministre, lui, qui continue à alourdir le climat de tension que nous avons dans ce pays. Le deuxième élément, comme M. Macron l'a expliqué, c'est l'incompétence du ministre de l'administration territoriale. Parce qu'on a largement expliqué, les coalitions se sont toujours faites dans ce pays sans que cela ne pose aucun problème. Le RDPC a toujours eu ses coalitions. Les autres partis politiques ont également souvent eu des coalitions. Mais on a entendu, c'était hors période électorale. Parce que là, on a vu le docteur Ife nous parler, nous dire qu'il faut attendre pendant les élections ou bien la période électorale pour faire des coalitions. On a, dans ce pays, hors période électorale, les turiféraires du RDPC nous expliquaient que les partis politiques d'opposition, hormis la période électorale, ne travaillaient pas.
Et on l'a dit, on l'a répété sur des plateaux durant des mois et des mois et des années et des années. Aujourd'hui que les partis politiques d'opposition font des choses, anticipent même d'ailleurs, on nous explique non, ce n'est pas la période électorale. Qu'est-ce qui interdit à 2, 3, 4 partis politiques de travailler hormis les périodes électorales? Rien. M. Rifoué agit exactement comme M. Atanga dit. Hors la loi. Ceux qui sont hors la loi, c'est eux. Donc, les partis politiques d'opposition le disent. Et nous aussi. Nous ne devons absolument pas reculer quand il faut défendre les libertés publiques. Aucun parti politique, aucun leader politique ne doit accepter que M. Atangadi nous impose un recul aussi loin dans les profondeurs des ténèbres de la dictature dans ce pays. Nous sommes en train, comme le dit souvent un des camarades du docteur Rifoué, d'aller vers une république exemplaire en construction. Et nous refusons que M. Atangadi nous amène à détruire cela. Le troisième élément, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la panique. Le RDPC sait très bien qu'aux prochaines élections, les Camerounais vont leur donner l'une des défaites, une des raclées qu'ils n'ont jamais eues. Et les dynamiques qui sont lancées pour le moment sont des dynamiques qui vont être des dynamiques vainqueurs. Que nous soyons dans l'ATP, que nous soyons dans l'APC, M. Atangadi sait qu'à n'importe quel moment, ces différentes coalitions peuvent s'asseoir sur une table et faire une coalition qui sera gagnante. Et il faut commencer présentement à nous empêcher de travailler. Nous avons travaillé sur un code électoral consensuel. C'était également une coalition. On vous a déjà montré un jour un document qui autorise ces coalitions à travailler sur les questions politiques de notre pays, aussi hautes que la question de la transparence électorale. Et non. Même si au moment de présenter ce travail aux Camerounais, M. Atangadi a interdit la conférence. C'est-à-dire que les libertés les plus basiques, les plus élémentaires, il a interdit une conférence qui ne visait qu'à présenter aux Camerounais notre position, pardonnez-moi, sur la question du code électoral consensuel. Tout à l'heure aussi, vous avez posé la question à M. Macron sur les déclarations. Non? Est-ce que les coalitions avaient besoin de déclarations pour, je ne sais pas trop, se déployer un événement pour organiser? Mais dans les coalitions, il y a des partis politiques qui sont reconnus et légalisés. Si nous avons un événement à faire aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'ATP, puisque le PCAN dit être membre de l'Alliance pour la transition politique. Écoutez, le PCN peut aller déclarer une manifestation avec d'autres partis politiques. Bien sûr. Déclare. S'il y a un candidat de l'ATP, un des partis politiques qui fait partie de l'ATP va porter la candidature de ce candidat. Et maintenant, sur le plan de la communication politique, vous n'avez pas à nous mettre des barrières. Nous pouvons avoir la coloration que nous voulons en disant ces 20 partis politiques vont aller avec un seul candidat à l'élection et nous appelons cela la dynamique bleue. Sauf que Guy Laurent, il y a un risque de conséquences sur le terrain. Je vous posais justement la question sur les conséquences. Vous voulez la responsabilité des acteurs? Non, je veux dire, le MINAT a interpellé les gouverneurs. Ça veut dire que la même interpellation va se répercuter sur les préfets, les sous-préfets. Maintenant, demain, les coalitions essayent de mener des activités, on leur dit... Je viens de vous démontrer que ceux qui sont responsables... Et vous-même, vous citez la chaîne de responsabilité. Oui. On appelle cela la chaîne de responsabilité. Donc, vous nous dites que les situations de crise que nous aurons demain, les responsables, ce seront le ministre de l'administration territoriale, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Voilà ceux qui seront responsables de ce qui arrivera demain quand les Camerounais vont revendiquer le respect de la loi. Parce que la seule chose qui doit nous lier, nous, partis politiques, gouvernement, etc., c'est le respect de la loi. Et il nous semble que M. Atangadi refuse que la loi soit respectée. Et cela peut, quand elle n'est pas respectée, la loi, peut amener à des crises, peut amener à des dérapages graves sur le climat socio-politique. Ceux qui sont responsables, vous venez de nous dire qui ils sont. Et ils répondront devant l'histoire. Patrick Rifoué, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de se questionner un peu sur les sorties du MINAT? Parce que depuis que Paul Atangadi est ministre de l'administration territoriale, on a quand même vécu quelques sorties un peu mitigées, notamment contre l'UPC, contre le CPP, le PCAN, le MRC. Ces relations, du moins, avec les partis politiques de l'opposition ont toujours été un peu controversées.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le MINAT essaie un peu d'aller au-delà de son champ de manœuvre dans les partis Lorsque politiques? le ministre outrepasse ses prérogatives, il y a une instance qui est appelée à connaître de ses décisions. Cette instance s'appelle le tribunal administratif. Ce ne sont pas les avis de Jean-Michel Nithieu, dont l'immunité peut être élevée à tout moment, et nous sommes en période. L'Assemblée est convoquée en ce moment. Ce ne sont pas les déclarations des hommes politiques sur les plateaux qui font la contestation légitime d'une décision du ministre. Il y a une instance pour ça, c'est le tribunal administratif. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez devant le tribunal administratif. Maintenant, si vous décidez, parce que les actes administratifs bénéficient de ce qu'on appelle en droit administratif du privilège du préalable. Quand bien même ils sont manifestement illégaux, ils s'appliquent d'abord. Il faut que les Camerounais comprennent bien ça. Si vous estimez que c'est manifestement illégal, si vous estimez que ça contrevient à la loi, vous allez devant le juge administratif qui va annuler purement et simplement cet acte. Donc, je rappelle que les directives que le ministre de l'administration territoriale a données à la préfectorale sont des directives que nous saluons et elles sont d'application immédiate. Il n'est pas sérieux pour des acteurs politiques, en février 2024, d'installer dans le Cameroun une ambiance de campagne électorale. Parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'agitation que ces coalitions causent. Deuxième chose, j'entends dire... Docteur Rifeu, depuis 2018, vous pouvez me dire combien de motions de soutien ont été signées publiques, des réunions en soutien à la candidature de M. Biapol qui ont été tenues au Cameroun sans qu'elles soient déclarées. Permettez, vous avez dit beaucoup. Ça ne participe pas de l'ambiance d'une pré-campagne électorale? Du tout. Ah, d'accord. M. Paul Biya, c'est pas la campagne électorale. Absolument pas, effectivement. Absolument pas. Permettez. Écoutez, les juges sont ceux qui nous écoutent et qui se font une opinion de ce que nous disons. Ce n'est pas lui. Lui, son travail, c'est de nous passer la parole. Vous avez dit un certain nombre de choses et je commencerai par votre exemple. Mais effectivement, qu'il y avait une crise politique en Espagne au moment où il y a eu ce gouvernement de transition. Donc votre exemple, en réalité, met de l'eau dans le moulin de ce que je dis. Vous n'en savez rien, il n'y avait pas de crise politique. Si, il y avait une crise... Franco meurt, écoutez, Juan Carlos de Borbón je crois que j'ai la parole. Et l'exerce. Je crois que j'ai la parole. Il n'y a pas de crise du tout. Je crois que j'ai la parole. Vous supposez naît de la pression syndicale sur le terrain. Il y a donc une crise. Non, il n'y a pas de crise. Mais bien sûr qu'il y a une crise. La pression syndicale sur le terrain. Il y a une crise. Et c'est à la suite de cette crise-là que le gouvernement devient gouvernement de transition. Je sais que vous me donnez 30 secondes pour expliquer aux Camerounais que ce qui a fondé le regroupement Plata Junta, qui a donc soutenu la transition, c'est le fait qu'une manifestation publique a été réprimée par Los Grises, le nom donné au Conseil espagnol. Et donc on s'est retrouvé... Deux partis politiques, la Plataforma Democrática et la Junta Democrática se sont retrouvés dans la Plata Junta pour exiger du gouvernement de M. Juan Carlos de Borbón d'envisager un ensemble de réformes. Il n'y avait donc en rien, il n'y avait pas de coup d'État, il n'y avait pas de guerre civile, etc. C'est que des gens ont agi comme M. Atangandji et donc le peuple s'est levé. Damien, je suis désolé, ce que vous expliquez, ce sont des indicateurs d'une crise qui est une crise politique. Je suis désolé pour vous, c'est encore une crise politique. Et c'est à la suite de cette crise politique qu'on a envisagé des réformes. Et donc, ce n'est pas un gouvernement élu, parce que d'ailleurs, Juan Carlos n'a jamais été élu par les Espagnols. Sauf que 3 ans plus tard, le Parti socialiste ouvrier espagnol prendra le pouvoir. 3 ans plus tard, à la suite du gouvernement de transition. Donc, effectivement, ce que je dis, je le maintiens, les gouvernements de transition, c'est toujours à la suite de situations critiques dans lesquelles les institutions sont effondrées. Ça, c'est votre... La situation du Cameroun n'est pas critique. C'est votre opinion. C'est votre opinion, nous ne la partageons pas. Permettez, il faut que je corrige un certain nombre de choses. Deuxième chose qu'il a dite sur le fait que le gouvernement est souvent discuté avec les sécessionnistes. Ayoub Tabé en fait partie. Le gouvernement a un mandat. Je ne sache pas que Jean-Michel Nithieu ait ce mandat. Wow. Le mandat de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, c'est le vote des lois. Je ne suis pas certain. Et d'ailleurs, c'est le mandat du Parlement. Ce n'est pas le mandat d'un individu. C'est-à-dire que M. Cabral Libi
qui est une personnalité à l'Assemblée, ne peut pas exercer ce mandat-là. C'est l'institution qui exerce ce mandat. Oui, mais il n'a pas dit qu'il est allé au nom du Voilà. Donc, je veux quand même rappeler qu'il y a un gouvernement et c'est ce gouvernement qui a ce mandat. Donc, je ne veux pas entendre que des gens usurpent un mandat qui n'est pas le leur. Ce monsieur a reçu... Permettez. Ce monsieur qui veut exercer un mandat qui n'est pas le sien a reçu, depuis qu'il est député, plus de 150 millions dans le cadre des micro-projets. Il n'en a jamais fait compte rendu. Mais il se presse à les rencontrer et effectivement... Qu'est-ce que vous avez à voir dans des rencontres privées entre individus? Votre problème là-dedans, c'est quoi, docteur? Permettez que je développe. Moi, je vous ai écouté religieusement. Mais vous me coupez toutes les 30 secondes. On peut tous le faire. Et je pense que l'ambiance sur le plateau ne sera plus saine. Donc, permettez que je développe. Vous avez dit des choses qui ne m'arrangeaient pas. J'ai pris le soin de vous écouter, même si j'avalais des couleuvres. Donc, avalez-en quelques-unes pendant que je m'exprime. Donc, ce que je dis, c'est que M. Nietzsche n'avait aucun mandat, n'a aucun mandat, ni en tant que député, ni en tant que membre d'une institution qui a un mandat clairement défini par la Constitution pour poser des actes qui vont dans ce sens. Et je rappelle que le contexte dans lequel il est allé là-bas, c'est le contexte de la consolidation de sa coalition, c'est-à-dire qu'il est en train de recruter des gens qui vont faire partie de cette coalition. Oui, mais donc, pour nous, c'est une coalition et c'est l'interprétation que nous faisons, c'est l'interprétation que le MINAT a faite. C'est une coalition séparatiste. Et il est hors de question qu'on accepte qu'une coalition séparatiste ait droit de citer dans la République du Cameroun. Je reprécise une troisième chose. Pour citer. Le corps électoral est régulièrement convoqué par le président de la République, effectivement, et vous avez souvent 2 semaines pour mener les opérations qui mènent à l'expression du suffrage universel. C'est dans ce cadre-là, effectivement, que les coalitions peuvent se déployer. En dehors de ce cadre-là, qui est celui de la convocation du corps électoral, les coalitions, si vous voulez négocier, vous avez le droit de négocier. Mais vous le faites mezzo voce. Si vous commencez à agiter le landerneau, à appeler la presse, à faire des consultations en public, mais effectivement, le MINAT va mettre un holà. Si ces gens faisaient leur concertation sans tambour ni trompette, le ministre ne serait jamais interdit. Donc, nous nous attendons à ce que s'ils tiennent à continuer à mener ces activités, qu'on n'en entende plus parler. Mais s'ils convoquent la presse, effectivement, le ministre sera en droit de prendre toutes les mesures de rétention que le droit positif lui permet de prendre. Guy Laurent, avant de vous passer la parole, permettez-moi d'interroger Philippe Nanga. On sait comment les transitions politiques se passent ailleurs. L'on questionne ici le fond de la transition dont on parle ici au Cameroun. Par le passé, l'on a essuyé plusieurs échecs des coalitions politiques et aussi on voit la visite par exemple de Jean-Michel Nietzsche qui prête un peu à confusion. Est-ce que ces coalitions auraient, selon vous, des agendas cachés, Philippe? Je ne sais pas ce qu'on appelle agenda caché. Les gens se mettent ensemble, discutent sur des sujets connus, se rendent visibles. Qu'est-ce que vous appelez agenda caché? Puisque tous ces regroupements ont publiquement rendu public, dit c'est quel l'objet de leur coalition ou concertation ou mise en synergie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut appeler agenda caché. Ce sont des hommes politiques qui ont des ambitions bien connues. Donc on ne va pas reprocher à l'un ou l'autre d'ambitionner de gouverner ce pays, c'est leur droit. Donc je ne sais pas si ce que vous appelez agenda caché, c'est cette ambition à gouverner le pays qui est un agenda caché. Mais ils ne l'ont jamais caché. À ce que je sache, tous ces hommes-là, ces gens que je connais, ont l'ambition de diriger le Cameroun. Donc en quoi est-ce qu'on penserait à un agenda caché? Je ne sais pas. Non, quand j'écoute mon ami Rifoué, en même temps, il nous a peut-être dévoilé quelque chose, un pan de l'histoire qu'on ignorait. À la réalité, M. Atanganji, tout ce qu'il a évoqué dans son papier, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'ils craignent, n'est-ce pas, l'occupation de l'espace public par les partis de l'opposition. Moi, c'est comme ça que je comprends désormais la sortie de M. Atanganji, même si j'avais une lecture plus ou moins dans ce sens-là. Hein, parce qu'en réalité, il a toujours joué comme ça. Il a toujours utilisé sa fonction publique
pour anéantir ou alors verrouiller l'espace public à ses concurrents politiques. Nous avons toujours dénoncé ça. C'est une pratique qu'on connaît. Il a une position, n'est-ce pas, publique qui malheureusement lui donne le droit légal, n'est-ce pas, de prendre des décisions qui entachent les libertés publiques, malheureusement. Donc, du coup, il utilise ça contre ses concurrents politiques. Et ça, c'est malsain. C'est malsain parce que quand j'entends encore... donc, je pense que toutes les formations politiques, de toutes les façons, se déplacent sur le terrain tout au long de l'année. Hein. On peut comptabiliser le nombre de sorties où des gens se sont regroupés quelque part. On dit que notre candidat pour 2025, c'est M. Biapol. Donc, ils ne se sont pas cachés. Ils ont fait des réunions et ils ont rendu public un communiqué allant dans ce sens-là. On a vu les célébrations publiques de l'anniversaire du président avec à la sortie des gens qui disent c'est notre champion. Voilà. Donc, c'était pas caché, donc c'était visible dans un grand stade et tout. Donc, je pense que les sorties des formations politiques qu'on taxerait, n'est-ce pas, d'activités de campagne, moi je dirais qu'on les voit partout. Les partis politiques doivent se déployer tout au long du cycle électoral. Nous le recommandons toujours autour des sujets qui affectent la quotidienneté des citoyens. C'est ça un parti. Le parti politique n'attend pas encore, on parlait d'année électorale. Si on regarde le calendrier électoral légal, en tout cas, tel qu'il est dans le code électoral, on dirait que nous sommes déjà en année électorale, puisque la convocation des législatives et municipales devrait se faire d'ici le 15 novembre 2024. Donc cette année. Donc nous sommes déjà, normalement, en année électorale. Donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas à quel moment, même si eux, ils ont déjà programmé qu'ils vont renvoyer ces élections, nous, à la lecture de ce que prévoit le code électoral, nous savons que le 15, je crois que c'est le 13, le 15 novembre prochain, on va convoquer les législatives et les municipales. Et je constate plutôt que les partis politiques sont très en retard, parce que si on doit convoquer l'élection en novembre et que nous sommes déjà en mars et que vous êtes encore là, on n'entend pas encore des gens dire « moi je suis futur maire, député, machin ». Moi je suis très inquiet. Depuis quelque temps, nous discutons dans nos milieux associatifs, mais on ne voit même pas encore les partis politiques s'organiser, n'est-ce pas, dans la perspective des élections locales, dont la convocation est prévue cette année. Donc, quand on me dit qu'il faut attendre l'année, je ne sais pas quelle année, donc je crois que la lecture qu'on pourrait faire, et donc là je partage l'avis finalement du docteur Ofoué, c'est que, ok, il faut empêcher les concurrents politiques de se déployer sur le terrain et laisser le privilège aux seuls partis au pouvoir de se déployer et donc d'être visibles dans l'espace public. Et ça, nous l'avons toujours décrié, hein, nous l'avons toujours décrié. Non, après, je crois que les acteurs doivent refuser ça. Les acteurs doivent refuser. Même nous, les organisations des vous avez vu à un moment donné, M. Attangan a fait une sortie disant que nous avons reçu 5 milliards de francs avec un agenda caché. Il parle du REDAC, tout le monde avait tout. On s'est demandé les 5 milliards là, c'est où, quand. J'ai vu circuler quelque part que j'avais reçu de l'argent. Non, j'étais attendu à Paris à une réunion où on devait me remettre de l'argent pour déployer 30 000 comment on appelle ça, observateurs. Bon, j'ai jamais été contacté par personne pour une réunion quelconque à Paris, dans ce sens-là, même si je cherche des ressources, évidemment, pour former les observateurs électoraux et les déployer sur le terrain, moi, je n'ai pas encore trouvé un bailleur qui propose suffisamment d'argent pour déployer 30 000 personnes sur le terrain. J'ai envie de le faire. Ça, je garantis que j'ai envie de le faire. Et donc, si je trouve une piste de financement, je ne vais pas hésiter à aller chercher pour déployer des Camerounais, les former pour qu'ils observent l'élection. C'est légal, n'est-ce pas, pour garantir une élection crédible et sécurisée. Donc, je pense que M. Attangan sait justement que nous sommes déjà en année électorale et qu'il faut faire attention. Il commence à anticiper, n'est-ce pas, pour verrouiller l'espace civique. Et ça n'est pas bien du tout. Il sait que c'est une violation, n'est-ce pas, des libertés publiques. C'est une violation, n'est-ce pas, des instruments, des engagements pris par le Cameroun au niveau international. N'est-ce pas? Ils connaissent très bien la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ils connaissent très bien le contenu de ce document ratifié par le Cameroun, de cette charte ratifiée par le Cameroun, qui prescrit que l'État doit, n'est-ce pas, les gouvernements doivent
donner un statut particulier aux partis politiques de l'opposition, ce qui n'existe pas encore au Cameroun. Donc les partis politiques, normalement, selon la CADEC, devraient avoir un statut reconnu, n'est-ce pas, par les États, qui leur donne le droit de se déployer en tout temps dans l'espace public, n'est-ce pas, sur diverses questions. D'accord. En quelques minutes, vous voulez réagir, Guy Laurent, Oui. et on passe aux solutions pour boucler ce sujet. Olivier, nous avons déjà donné les solutions. Les partis politiques d'opposition ne se laisseront pas faire. On ne va pas accepter que M. Atangandi verrouille l'espace politique camerounais et nous empêche d'exercer des libertés que nous avons obtenues de haute lutte. Je parle de ceux qui nous ont d'ailleurs précédés dans l'espace politique camerounais. Je voudrais surtout parler du paradoxe Rifoué. Parce que M. Rifoué, lui, vous dit qu'il y a des agendas cachés des partis politiques d'opposition. Alors même que aucun parti politique ou bien aucun regroupement de ces coalitions-là ne fait des sorties sans dire exactement pourquoi ils sortent. L'ATP vous dit exactement ce qu'ils veulent faire. L'APC vous dit exactement ce qu'ils veulent faire. C'est quoi l'agenda caché? Monsieur l'honorable Nietzsche, il me semble à la sortie de sa rencontre avec Ayoub Tabé, lui-même a dit exactement pourquoi il allait voir monsieur Ayoub Tabé. Où est l'agenda caché? Que M. Rifoué nous dise. Et en même temps, quand je parle de paradoxe, M. Rifoué vient de vous dire ce plateau, quand vous vous regroupez-vous sans en faire un random, sans en parler. Finalement, on fait quoi? Si on n'en parle pas, c'est un agenda caché. Si on en parle, on n'a pas le droit d'en parler. Est-ce que le RDPC peut nous expliquer exactement où est-ce qu'ils amènent les Camerounais? La deuxième chose que M. Rifoué a dit tout à l'heure ici, c'est de dire que quand un ministre a posé un acte administratif, le seul moyen de s'en offusquer, c'est d'aller au tribunal administratif. Mais M. Rifoué semble oublier ce qu'on appelle simplement le recours gracieux préalable. C'est-à-dire que, avant même de saisir le tribunal administratif, les règles même du droit administratif vous demandent d'aller revoir l'autorité qui a signé cet acte. En lui demandant, est-ce que tu ne t'es pas trompé quelque part? Le random que vous avez là, c'est des Camerounais, c'est des partis politiques qui disent à M. Atangandi, vous vous trompez. Et quand on lui dit, il se trompe, sans qu'on ait besoin de lui écrire, il peut lui-même, en toute responsabilité pour l'image de notre pays, rapporter cet acte, qui était un recul violent, qui était un recul lointain dans les ténèbres de la dictature. Et je crois qu'il est important pour nous de dire à M. Atangandi sur ce plateau, rapporter cet acte, ça nous fait honte. D'accord. Maintenant, pour ce qui est de la transition, je suis très rapidement dessus là, pour ce qui est de la transition, c'est une proposition des Camerounais. On a la liberté de réflexion, on a la liberté de penser. Il y a des Camerounais qui vous disent que notre projet, le projet que nous avons pour les Camerounais, pour le pays, c'est une transition très future pour refaire des réformes. Ils en ont le droit. Nous, par exemple, au MRC, nous pensons qu'on va passer par des élections crédibles, transparentes, pour renverser l'ordre régnant et venir faire des réformes importantes qui vont remettre le Cameroun sur pied. C'est une pensée. Donc nous respectons ceux qui ont la pensée de la transition et nous pensons que les autres aussi doivent respecter notre pensée à nous. Pour eux, il faut un pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire remettre rapidement tout à plat pour remodeler le Cameroun. C'est une liberté. Que M. Atangandi respecte cela. Merci Guy Laurent. Damien, on va sortir. Le MINAT met en garde. Les administrateurs civils sur le terrain sont en alerte. Les partis politiques résistent. Est-ce que vous ne craignez pas la répression de l'État sur le terrain? Le MINAT met en garde. Sur ce plateau, le docteur Rifoué agite le torchon rouge. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut lever l'immunité parlementaire de M. Nietzsche. Il en parle comme ça, comme si c'était un jeu. Lever l'immunité parlementaire d'un élu de la nation, comme si c'était un jeu. Il en parle comme ça et il est passé à autre chose. Le bureau politique du PCRN s'est réuni avant-hier. Il donnera, le moment venu, sa position officielle sur sa participation dans l'ATP. Mais avant cela, il faut que nous soyons clairs. Guy Laurent vient de le dire et je le répète à l'attention de Rifoué et de ses amis politiques. Nous nous réunirons, nous mènerons les activités de nos cadres de concertation. Si je suis appelé demain matin à devoir rencontrer l'honorable Nietzsche dans le cadre d'une concertation dans la perspective d'une mutualisation pour 2025, j'irai là-bas. Je rappelle, et je le dis souvent aux gens, que au PCRN, s'il faut considérer que le PCRN est
Comme tout parti politique, il y a des centristes, il y a des modérés. Je fais partie de l'aile dure du PCRN. D'accord. Je fais partie des gens qui pensent que lorsque M. Atangandi s'amuse avec le droit, s'il estime qu'il peut faire le sexe des anges, qu'on lui démontre qu'on peut défaire le sexe des anges, il n'est pas possible qu'il nous renvoie à 1000 années-lumière de ce que nos illustres dévanciers ont obtenu de haute lutte. Dans ce pays, M. Mosiko, il y avait des urnes en bois dans ce pays. Les urnes transparentes sont le combat acharné de Nijon Fundi de regretter mémoire avec le concours de l'État japonais et des membres de l'opposition de cette époque. La présence des représentants des partis politiques d'opposition dans des bureaux de vote sont, je veux dire, cette présence-là est la résultante ou le résultat d'un travail acharné de l'opposition. On ne peut pas, et que M. Atangandi le sache, aujourd'hui, personne n'a peur de ces affaires-là, de cette tournure linguistique, Moulinex, etc. Personne n'a peur de cela. Qu'il sache qu'on se déploiera sur le terrain dans le cadre de la loi. Et moi, je dis aux Camerounais, si vous continuez à laisser des gens comme Atangandi faire ce qu'ils font là, on va se retrouver dans une situation où on viendra, le docteur, il faut, au nom de ce qu'il est du RDPC, viendra chez vous, prendre votre femme et vous dire, je suis du RDPC, je prends votre femme, je vais chez moi. Non, ça ne peut pas se passer comme cela dans un pays sérieux. Nous demandons aux Camerounais de prendre leurs responsabilités, non pas par des chemins qui sont porteurs d'incertitude, mais de s'inscrire massivement sur les listes électorales, d'aller voter et de renverser ces gens qui nous disent, en plein 2024, que si nous voulons mener des activités, qu'on les mène, mais sans faire du bruit. D'accord. Patrick Riffeux, est-ce qu'on doit s'attendre, parce que les partis politiques du 6 résistent, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le MINAT du 6 le temps dans les prochains jours? Je ne vois pas de résistance. Vous savez, il y a un acteur politique camerounais qui a développé ce qu'on appelle la théorie du coq égorgé. Vous savez, quand on égorge un coq, il continue à s'agiter là, mais en réalité, il est mort. Donc, j'ai bien vu les communiqués qui circulent, mais je ne doute pas que ces acteurs politiques à qui je prête 2 neurones d'intelligence, je ne doute pas que ces acteurs politiques n'oseront pas braver la mise en garde. Pourquoi Atangandi n'est pas allé interdire la réunion du bureau politique du PCRN? Pourquoi il ne l'a pas fait? Damien, est-ce que vous permettez? Pourquoi il n'est pas allé interdire la réunion du bureau politique du PCRN? Damien, vous permettez? Donc, ce que je sais, c'est que l'administration fera tout pour qu'on n'entende plus beaucoup parler de ce qu'ils appellent, ce qu'ils ont essayé de renommer astucieusement cadre de concertation. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Ils vont devoir attendre patiemment que le corps électoral, permettez, il m'a coupé, ils vont devoir attendre patiemment que le corps électoral soit convoqué en attendant. Ils peuvent, comme en attendant, Damien, vous permettez, Damien, vous permettez, en attendant, vous m'avez encore coupé. Avancez, Patrick, avancez, on n'a plus beaucoup de temps pour ce sujet. Mais il me coupe sans arrêt, qu'est-ce que je fais? Allez-y. On ne peut pas tous parler en même temps. Donc, ils vont devoir attendre, effectivement, que le corps électoral soit convoqué. En attendant, ils peuvent se livrer aux activités ordinaires de leur formation politique. Le MRC s'est déployé récemment. Bon, en raison de dissensions internes, le PCRN a été empêché de mener ces actions-là, mais l'administration n'empêche pas que les formations politiques mènent les activités ordinaires, mais les activités qui nécessite la convocation du corps électoral, l'administration dit, vous attendez que ce corps électoral soit convoqué. C'était simplement le sens de la mise en garde du MINAT. Merci David, docteur Riffoué. Philippe Nanga, est-ce qu'il n'y a pas lieu de reposer un peu le problème pour sortir de autorité militante? Parce qu'on a très souvent l'impression que le ministre, qui est lui aussi un cadre du RDPC, essaye un peu de faire un mélange dans son statut de cadre du RDPC et de patron de l'administration territoriale. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver un mécanisme pour dissocier ces deux fonctions au Cameroun? Non, mais c'est ça, nous avons toujours décrié, dans nos rapports, nous avons souvent relevé ce que nous appelons l'utilisation des moyens publics à des fins politiques
Et M. Attalon est très souvent confus dans sa posture de militant doublé de la casquette de ministre. Je pense qu'il agit très souvent comme militant en utilisant malheureusement les ateliers du ministre. Ça doit être un très bon militant du RDPC, voilà. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ce soit un bon ministre de l'administration territoriale. Je ne crois même pas qu'il doit service au RDPC. Non, mais bon, s'il est là, je suppose que c'est parce que le RDPC trouve que c'est un très bon militant. C'est pas parce qu'on est... Alors, en même temps, un très bon militant n'a pas à s'attaquer, n'est-ce pas, à l'exercice des autres concurrents politiques. C'est pas ça le rôle aussi même d'un bon militant. Je crois qu'il y a justement cette double d'étiquette dont le ministre a du mal à se défaire et pense que on l'a nommé ministre de l'Administration. Bon, peut-être que c'est pour ça, hein, c'est peut-être nous qui ne savons pas que c'est pour ça. Et il est convaincu qu'on l'a nommé ministre de l'Administration territoriale pour agir, n'est-ce pas, contre les concurrents politiques de son parti. Parce que la plupart, sinon la quasi-totalité des actes qu'il prend, c'est toujours contre les concurrents politiques. Dès que vous êtes... Là, il a même appelé une fois dans une réunion avec les chefs traditionnels, non, M. Biya, nous devons tous le respecter. Donc il appelle les gens à soutenir son président du parti, même dans le cadre de ses activités administratives. Donc je pense qu'il y a cette confusion et les acteurs doivent être vigilants, répondre, n'est-ce pas? Moi, je suis d'accord qu'il faut que les Camerounais apprennent à prendre leurs responsabilités. Le minimum de liberté que nous avons aujourd'hui de nous exprimer comme on le fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des aînés qui ont lutté, qui sont défendus pour qu'on ait le droit de parler comme on parle là. Et si on continue à laisser quelqu'un, parce qu'il est ministre, prendre des actes qui nuisent à la vie publique, eh bien, il faut, on va en pâtir. Je pense que les gens doivent prendre leurs responsabilités. 2025, tout le monde commence à voir. Nous ne voulons pas. On vient de faire une pétition, on a demandé aux Camerounais de se prononcer sur la nécessité de revoir justement le système électoral parce que nous pensons qu'il faut refondre les institutions de ce pays qui vont très mal, qui fonctionnent très mal. D'accord. Et donc, on a fait une pétition et 5053 personnes avaient déjà ont signé. Nous avons compilé ces signatures, déposé le 7 mars dernier au président de la République qui a reçu, parce qu'on a le reçu de DHL qui confirme, n'est-ce pas, la réception de ce colis à la présidente. Nous espérons que le président va avoir les évidences qui montrent que les Camerounais ne veulent pas, n'est-ce pas, des crises sociales au Cameroun avec une élection entachée d'irrégularités et qu'il y a l'urgence, n'est-ce pas, de prendre des lois consensuelles, n'est-ce pas, qui assurent la légitimité des personnes élues. D'accord. Guy Laurent, en quelques minutes vraiment pour sortir, comment voyez-vous le climat socio-politique d'ici 2025, du moins avant les élections? Bon, je suis très optimiste. Les Camerounais sont de très bons citoyens, nous sommes un peuple de paix. La seule chose que nous demandons, c'est au RDPC de respecter les décisions qui viendront des urnes, de respecter les Camerounais. Et je peux vous avouer que tout va très bien se passer. D'accord. Nous aurons, dès lors qu'il y aura la modification consensuelle du code électoral, qui, je l'espère, va arriver, nous aurons des élections transparentes, apaisées, et le RDPC va libérer simplement le plancher, sans bruit. Ne vous attardez pas sur les propos de Rifou ailleurs, qui disait que si tel parti politique gagne les élections, il peut avoir un coup d'État. Il n'y aura rien. Il y aura une transition apaisée, et le RDPC va libérer le plancher. Merci, c'est tout ce qu'on va retenir de ce premier sujet. On va entrer tout de suite, sans perdre du temps, dans le second thème inscrit à l'ordre du jour, double identité. La FECAFOOT remet le débat sur la table. La Fédération camerounaise de football a rendu public cette semaine une liste de 62 joueurs issus de 15 clubs qui sont déclarés inéligibles pour participer aux playoffs motif fraude sur leurs âges. En janvier déjà 2021, la délégation générale à la Sûreté nationale avait révélé que plus de 3 millions de Camerounais ont une double voire triple identité. Damien Macon, vous êtes conseiller municipal, on parle du trafic de l'âge. Que se passe-t-il dans le processus d'établissement de l'acte de naissance au Cameroun? Alors, une fois que vous avez accouché, soit l'un des parents retire auprès de l'établissement dans lequel vous avez accouché la déclaration de naissance, qu'il dépose
au centre d'état civil le plus proche. Mais de plus en plus, il y a une pratique qui se fait, c'est que les centres, les hôpitaux, ces formations sanitaires destinent directement ces déclarations de naissance au centre d'état civil qui, dans un délai de 30 jours, non, 90 jours je crois, oui, doivent recevoir les parents et leurs témoins pour l'établissement des actes de naissance. C'est ce que moi je sais de l'établissement des actes de naissance. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui passent par des jugements supplétifs qui sont inconformes à la loi, parce qu'un jugement supplétif, c'est que j'ai un enfant, j'ai eu un enfant, je n'ai pas eu le temps, ou alors je n'étais pas proche d'un centre d'état civil au moment où j'ai fait l'enfant, et donc 1 an, 2 ans, 3 ans après, je m'engage dans un jugement supplétif pour l'enfant. C'est-à-dire que je vais auprès d'un médecin qui fait une attestation d'âge apparent et je m'en vais au tribunal leur dire mon enfant, Makolmaoum 2, est né il y a 3 ans, je n'ai pas eu le temps de faire son acte. Voici, le médecin confirme qu'il a 3 ans. Est-ce que vous pouvez établir l'acte? On fait un jugement, le juge ordonne l'établissement de l'acte et je vais dans l'un des centres d'état civil territorial du ressort de compétence du tribunal et j'établis l'acte. Donc, c'est ce que moi je sais de l'établissement de l'acte. Mais pour ce qui est du problème que vous évoquez, lorsque vous êtes manager et que vous avez un problème, vous devez vous poser un ensemble de questions dont l'une est de savoir si j'en parle maintenant, quelles peuvent être les conséquences. Je parle là de l'opportunité de la publication de cette liste. C'est-à-dire que vous êtes dans un championnat, vous avez des jeunes que vous avez amenés en Coupe d'Afrique. Je rappelle que l'un des jeunes dont le nom est le plus cité actuellement a été déclaré par la CAF le joueur le plus jeune de la compétition. Alors, vous êtes dans ce genre de situation et vous décidez que, alors que le championnat, la première partie du championnat vient à peine de s'achever, vous décidez que vous voulez vous voulez publier cette liste dans le cadre de la préparation de la deuxième partie du championnat. Ça pose quand même un problème de l'opportunité de la publication de cela. Mais lorsque j'ai fini de le dire, il ne faut pas que les Camerounais considèrent que je suis pour que les gens changent leurs âges, que les gens ne jouent pas avec leurs âges. Il n'est pas normal qu'un gars de 30 ans, de 25 ans, aille jouer dans une catégorie inférieure, parce qu'il peut même poser des problèmes à d'autres joueurs. Mais il faut quand même que, lorsqu'on a une décision à prendre, on se pose la question de l'opportunité de prendre la décision, l'opportunité de publier la liste. Il ne faut pas être un intermittent de l'éthique. Si vous êtes pour que les choses se passent bien, il faut respecter les conditions du travail, les conditions du milieu dans lequel on se trouve. Vous n'avez pas 15 ans, n'allez pas jouer dans la catégorie des U15, vous n'avez pas, je ne sais pas moi, 17 ans ou moins, n'allez pas jouer dans la catégorie des U17. Donc, il était temps que l'on tape du poing sur la table, mais peut-être on aurait pu attendre. On aurait pu attendre que le championnat se termine et qu'on arrive. Panorama Papers nous fait savoir que c'est pour se prémunir d'une enquête de TV5 Monde et de la publication de la liste des joueurs qui auraient été retoqués par l'IRM que la FECAFOOT a été obligé de publier aujourd'hui, parce que je vous rappelle que l'année dernière, il me semble, lors du tournoi de l'UNIFAC, 21 Camerounais sont passés à la trappe de l'IRM et ont été renvoyés, jeunes Camerounais ont été renvoyés au Cameroun. Donc, il faut que, lorsque vous décidez de passer à la professionnalisation, il faut que tous les ingrédients soient mis en branle. Si nous voulons être professionnels, on ne va pas aller surveiller les âges des jeunes lorsqu'ils seront à prime. Il faut qu'on commence à partir du bas à demander aux Camerounais d'envoyer leurs enfants dans ces catégories-là avec le bon âge. D'accord. Docteur Rifoué, quelle analyse faites-vous de cette suspension adoptée par la FECAFOOT infligée à 62 joueurs déclarés inéligibles pour les playoffs? Écoutez, je crois que la question de la fraude à l'âge ne concerne pas simplement que les footballeurs ou a fortiori les sportifs. C'est une question sociale et vous faites bien d'indiquer que la DGSN a indiqué que dans ces livres, il y avait à peu près 3 millions de Camerounais qui sont suspectés d'avoir au minimum 2 identités.
il y en a qui peuvent en avoir 3, 4, voire même 5. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait une expression qui était célèbre à cette époque-là, et c'était être né à Kumba. Et quand on disait que vous étiez né à Kumba, ça signifiait que vous avez fait des petits arrangements avec votre âge. Donc, ça signifiait simplement que l'âge allégué dans votre état civil n'avait rien à voir avec l'âge réel. Autrement dit, c'est quand même une pratique ancienne parce que je ne suis pas né en 2000. C'est une pratique qui remonte et c'est une pratique qui est généralisée. Bon, pourquoi est-ce que les Camerounais le font? Effectivement, ça peut être parce qu'on veut poursuivre une carrière sportive et on sait très bien que les recruteurs, notamment les recruteurs occidentaux, préfèrent les joueurs qui ont, quand ils viennent d'Afrique, qui ont même souvent moins de 20 ans. Voilà, on préfère, les recruteurs occidentaux préfèrent jeter leur dévolu sur les joueurs qui ont souvent moins de 20 ans. Et ça fait que souvent, ce ne sont même pas les familles, mais ça va être les managers et l'entourage qui vont lui dire, pour augmenter tes chances, il faut qu'on rabote un peu ton âge. Donc, on va lui établir une nouvelle identité, et puis ce projet de voyage ne va pas marcher, et 1 ou 2 ans plus tard, il a un nouveau projet de voyage. Et on fait un nouveau coup de rabot. Donc, premièrement, on lui avait seulement enlevé 3 ans, mais comme on a déjà enlevé 3 ans 2 fois, vous voyez, ça fait moins 6 ans. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité, on passe un petit coup de rabot, et le gars, il est un peu comme Benjamin Button, c'est-à-dire il ne cesse pas de rajeunir. Donc, c'est ça. Mais ça vaut aussi pour ceux qui ont souvent des ambitions dans les concours administratifs et qui se disent, bon, l'âge est en train de passer, si la limite est à 32 ans, bon, moi j'ai déjà 32 ans, donc je ne vais plus refaire le concours l'année prochaine. Comme je ne l'ai pas eu, je vais aller à Bonamou Sadi, c'est comme ça qu'on disait à Yaoundé 1, donc il va aller à Bonamou Sadi, on va lui refaire tous ses diplômes, il va refaire un nouvel état civil et il va avoir un âge autre. Après, vous avez des situations où c'est simplement l'emprunt, c'est-à-dire que Damien, c'est mon frère, comme il est plus jeune que moi, il y a un concours, je vais plutôt utiliser ces documents. Donc, je deviens un peu Damien Makoun pour les besoins de cette cause-là. Donc, j'utilise une identité d'emprunt. Mais en règle générale, c'est pour essayer de saisir ces opportunités de la vie, c'est-à-dire intégrer un centre de formation, espérer avoir une carrière professionnelle, ce qui est regrettable. Donc, le sujet, ce n'est pas que la FECAFOOT. Et là, je suis partiellement en désaccord avec Damien. Le sujet, ce n'est pas que la FECAFOOT l'ait sorti à ce moment-là. On le regrette tous. Ils auraient d'ailleurs dû commencer en début de saison par sortir cette liste. Vous n'attendez pas les playoffs pour sortir cette liste qui aurait dû être mise à jour dès le début de la saison pour dire à tous ceux qui sont suspectés d'avoir plusieurs âges, bon, vous ne participez pas simplement au championnat. Mais là, ils ont attendu les playoffs et ça crée un pataquès tel qu'aujourd'hui, on ne peut même pas poursuivre les playoffs parce qu'il y a des recours dans tous les sens. Et on ne sait pas ce qui va en sortir. Donc, de ce point de vue, c'est regrettable. On aurait pu gérer mieux la situation, mais c'est la question de la fraude à l'identité, c'est un vrai sujet chez nous et je pense qu'il faudrait que, à la fois, le corps social en prenne conscience, mais que l'administration fasse en sorte qu'il y ait de moins en moins de possibilités, notamment avec la numérisation, qu'il y ait de moins en moins de possibilités pour les gens de frauder comme ça. Tout à fait. Philippe Nanga, est-ce que cette fraude n'est pas aussi due à l'émergence de la corruption au Cameroun? Parce que on imagine un Camerounais de 20 ans ou bien 30 ans qui arrive à obtenir un rabais de son âge à 15 ans ou je ne sais pas, peut-être 10 ans. Comment il a procédé? Est-ce qu'il est passé par des voies normales ou bien comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas là toujours la conséquence de la corruption généralisée? C'est vrai qu'il peut avoir une falsification de ce type-là, il faut toujours, corrompre quelque part. Ça ne date pas d'aujourd'hui, je pense que il faut parler. Nous, on a vu quand on affichait les noms aux examens, vous voyez plein de gens l'année à Kumbaner, on savait que c'est des gens qui ont raboté, comme il dit, un peu les âges, c'était bien connu. Donc,
ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, c'est une pratique dont il faut prendre des mesures. D'accord. Il faut prendre des mesures. C'est dommage que ça a perdu. Par contre, moi, mon inquiétude, c'est qu'on sait que ça se passe comme ça depuis des lustres. Tout à fait. Et on n'arrête pas la pratique. On peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Pourquoi on ne l'arrête pas? Moi, c'est là la question. Je me souviens que le ministre Bidoumpat, quand il était ministre des Sports, avait prescrit un entraîneur, si je ne me trompe pas, il avait dit ne recrutez dans vos effectifs que les joueurs dont, il avait dit, l'âge apparent correspond à l'âge réel. C'est ce qu'il avait dit à ce coach-là. Parce que, voilà, donc c'était déjà, vous voyez un gars bien baraqué, on vous dit qu'il a 16 ans. Quand même, vous avez les doutes. Voilà, de manière objective, vous pouvez dire que non, vraiment, tes 16 ans là, c'est un peu compliqué. Donc, on doit pouvoir organiser la société pour arrêter ça. Pour arrêter ça, c'est depuis la naissance, évidemment, avec l'informatisation des actes de naissance qui a du mal à se mettre en place chez nous. Moi, mon questionnement, pourquoi est-ce que ça ne se met pas en place chez nous? Dans le football, c'est très récurrent. Je connais plein d'amis qui ont dû refaire leurs âges pour entrer. À l'époque, il y avait encore des équipes juniors. Donc, pour entrer là-bas, on leur prescrivait que non, tu joues bien, mais il faut que... Ils étaient obligés de se rajeunir sur le papier parce qu'ils jouaient très bien, mais ils avaient déjà plus de l'âge pour être dans les juniors, on ne pouvait pas les surclasser et tout. Donc, ça se faisait comme ça depuis longtemps. Mais ça, dans le milieu du football, c'est connu. Maintenant qu'on sait qu'il y a eu des dispositions qui sont prises au niveau international pour contrôler ces choses-là, à notre niveau, on aurait dû prendre aussi des mesures depuis longtemps pour ne pas nous laisser entraîner. Parce que cette affaire est compliquée au niveau de... Si on parle seulement au niveau de la FECAFOOT, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que si on considère qu'il y a des joueurs qui ont pris part à la première phase du championnat avec des faux âges, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire des résultats des équipes, n'est-ce pas? C'est trop compliqué. Il a tout à fait raison de dire comment ça s'est passé pour qu'on fasse 50% du parcours, qu'on arrive à la deuxième partie pour dire non, maintenant, on fait. Ça va être très compliqué avec un gars qui est allé à la Coupe des Nations. Qu'est-ce qu'on va faire de notre équipe nationale? C'est trop compliqué. Et pourtant, je suis sûr que ça se savait déjà. Je suis sûr que ça se savait déjà. Et comment avoir laissé passer une telle chose, sachant qu'il y a la possibilité de détecter désormais. Moi, c'est ça ma question. Il faut arrêter ça parce que on avait commencé l'informatisation des actes de naissance ici à Douala-Premier, dans certaines communes au Cameroun, dont Douala-Premier. Après, on a arrêté. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on a arrêté finalement pour recommencer encore avec les actes manuscrits? Donc, notre pays doit s'engager véritablement à nous sortir de ce genre de pratiques. À nous sortir de ce genre de pratiques parce qu'on a dit ici, chacun nous a dit pourquoi est-ce que les gens le font, pour diverses raisons. Mais on doit pouvoir arrêter ça, encore que les choses évoluent maintenant. Je pense que ça se fait de moins en moins. À l'époque, je pense que pour accéder aux fonctions publiques, les gens étaient arrivés à un certain âge sans avoir des diplômes, et du coup, il fallait corriger. Aujourd'hui, on a des jeunes à 14 ans, c'est des talents, ils peuvent aller n'importe où. On n'a plus trop besoin de ça. À ce moment-là, je pense que le gouvernement devrait déjà prendre des mesures pour éviter, étant donné qu'au niveau international, on a déjà des capacités de vérifier que vous n'avez pas l'âge qui apparaît dans vos documents. Guy Laurent, quelles peuvent être, si on focus sur le cas de la FECAFOOT, quelles peuvent être les conséquences de cette publication en plein milieu de la compétition? Olivier, c'est compliqué. Parce que vous appelez des hommes politiques sur un plateau et il faut absolument discuter des affaires de la FECAFOOT. Alors que vous avez des sujets qui sont prégnants pour nous. C'est une question générale. Non, voilà. C'est juste le prétexte. Donc quand vous m'envoyez vers la FECAFOOT seulement, je suis un peu embêté. Parce que nous devons toujours parler de la question du cisaillement des âges de manière globale. Et je peux dire que je suis pratiquement d'accord avec les propos de ceux qui m'ont précédé. Il faut absolument lutter contre les âges qu'on cisaille. Parce que les conséquences ne sont pas simplement au niveau de la FECAFOOT. Nous avons vu dans ce pays des fonctionnaires qui, physiquement, n'arrivent plus à travailler, mais qui ont un âge... Même dans le privé. Mais qui ont un âge qui nous dit qu'ils devraient être là où ils sont là. Donc c'est un problème. Et pour la rentabilité des entreprises également, c'est un problème. Donc si on va voir, dans le cadre du football, pris de manière globale, les équipes qui recrutent
et qui payent bien, c'est des grands championnats qu'on connaît. Et quand on vient pour acheter un joueur, on investit sur lui aussi pour l'avenir. D'accord. C'est-à-dire que je ne viens pas vous faire signer un contrat sur 1 an, 2 ans, et ça s'arrête là. Je prends un joueur parce que j'estime que pendant 5 ans, il peut m'apporter des résultats, et qu'ensuite, je peux le revendre à une autre équipe qui me l'achète très cher aussi, et qui l'apporte aussi des résultats là-bas. J'ai vu sur Facebook, je ne sais pas s'il va être mécontent, un très grand défenseur camerounais qui a été rattrapé sur le terrain parce qu'il avait 6 ans son âge. Et on nous a dit ce jour-là que c'est parce que l'attaquant en face, avec son réel âge, était encore jeune, que ce défenseur camerounais a vu sa carrière s'achever sur le stade, en plein stade, en pleine compétition, en pleine canne. Et donc, les Camerounais voient également que ce n'est pas bon quand on coupe les âges de cette manière-là. Même si cela peut se justifier chez nous, dans le contexte de pauvreté, dans le football, hein, dans le contexte de pauvreté que nous avons, si un joueur peut même à 35 ans avoir son petit contrat, il a écrit qu'il avait 25 ans, il a un contrat qui donne ses petits 200 millions, je vous assure que tous les arguments que nous allons mettre ici, il va vous dire, est-ce que je peux d'abord signer mon contrat en Arabie Saoudite? Vous allez voir l'histoire avec Eto'o après. Seulement Eto'o, aujourd'hui, il est un manager. Et il doit intégrer les différents éléments qui arrivent à lui. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les nouvelles techniques de vérification, de contrôle des âges font que difficilement nous pouvons passer dans les mailles. C'est-à-dire que les techniques modernes font qu'un gars qui va te dire que j'ai 16 ans, quand on lui dépose la machine donne son âge exact. Et quand donc il y a une fraude sur l'âge, quelle est l'administration, quelle est l'organisation qui va se voir décrédibiliser? C'est la FECAFOOT. Ça veut dire que M. Samuel Eto'o, même si c'est sur la pression des institutions internationales du sport, est obligé de mettre ces réformes-là en place. Ne lui posez pas la question de l'opportunité. Je crois que si Eto'o pouvait faire attendre ces réformes-là pour ne pas créer des problèmes aux joueurs ou bien aux équipes qui ont des contrats à signer, M. Samuel Eto'o, en tant qu'acteur sportif, veut attendre. Mais je crois qu'il a d'autres pressions qui lui viennent d'ailleurs. Il est obligé de mettre ces réformes-là en place. Ça va peut-être faire mal aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'on fait une réforme, les transitionnistes le savent. Vous allez faire des réformes. Quand on fait des réformes, ça fait mal. M. Philippe Nanga vient de dire ici que dans une mairie, comme à Douala Premier, on a tenté l'expérience de l'informatisation et on a reculé. Cela veut dire que les pratiques sont dures, les pratiques sont enracinées. Dans ce même pays, nous demandons depuis longtemps l'informatisation du fichier solde de l'État. Pourquoi est-ce que vous croyez que les gens résistent? Les gens résistent parce que toute cette pratique-là permet à des gars de tirer leur maillon, de tirer des prébendes des pratiques de corruption. Et c'est eux qui vont résister à l'informatisation globale de tous les systèmes de management dans notre pays. D'accord. Damien Makon, Chélim Nanga rappelait justement ce problème d'informatisation des actes de naissance qui coince dans les mairies. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je crois que le BUNEC a eu depuis les 5 dernières années, il me semble, de l'argent de l'ordre des financements de l'ordre de 700 millions par là, je crois, pour mener un certain nombre d'activités, entre autres l'informatisation de l'état civil au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne travaille pas au BUNEC. Je suis par ailleurs pas dans l'exécutif communal, donc je ne m'emploie pas encore à construire des actes au Camerounais. Quoique en 2025, j'espère que le docteur Rifoué me laissera m'exprimer et être maire à ma tombe. Mais une petite anecdote. J'ai envoyé trois enfants la fois dernière en Europe. Et il y en a un, c'est une anecdote, il y en a un qui revient parce que rattrapé par l'âge, ils étaient pour des tests. Il y en a un qui revient et une fois à l'aéroport, quand on part le prendre, il dit moi j'ai dit à papa, quand je rentre là, on me fait ma quincaillerie. Parce que j'ai vu un enfant de mon âge démarrer à gauche. Je n'ai pas pu suivre. Donc en réalité, je suis d'accord qu'il faut que des réformes soient faites. Docteur, je suis pour que les réformes soient faites. Mais je parlais de l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, un débat juridique est né.
un nouveau débat juridique est né à l'occasion de la publication de cette liste-là. Est-ce qu'un enfant, une personne convoquée pour la Coupe d'Afrique et qui n'a pas joué peut être considérée comme ayant participé à la compétition? Parce que si vous alignez une personne qui a une double identité dans une CAN, vous êtes suspendu pour 2 ans. Maintenant, on nous dit, bon, on l'a appelé, mais il n'a pas joué, donc il n'était pas sur la feuille du match, donc il n'a pas joué, donc le Cameroun sera épargné. Bon, pour laisser nous tous ces débats-là, on aurait pu attendre que le championnat se termine et qu'on publie et qu'on recommence. Moi, je crois. Mais on a préféré le faire maintenant. Moi, la question de l'opportunité continue à me tarauder l'esprit. Je me demande pourquoi est-ce que Samuel Eto'o-Fils, que je supporte par ailleurs, dont je supporte le management par ailleurs, n'aurait pas pu attendre la fin du championnat pour... Vous voyez, il y a 2 jeunes qui, selon moi, d'après ma petite analyse, ma petite connaissance des milieux du sport, ont été amenés en Coupe d'Afrique pour avoir des contrats à l'étranger. Il y a Douala, il y a Ateba. Mais sauf que vous voyez, au sortir de là, Ateba ne peut pas signer en Europe. En Europe, il ne peut pas. Parce que, comme le disait quelqu'un là, à plus de 20 ans, on ne te veut plus en Europe de l'Ouest. Parce que tu ne sers plus à grand-chose dans une perspective de long terme. Donc, en réalité, Samuel doit travailler à rajeunir je veux dire, à avoir des jeunes dont les âges reflètent la réalité. Merci Damien. Docteur Patrick Rifoué, la DGSN déclare qu'il y a 3 millions et plus de Camerounais qui sont en situation de double, voire triple identité. C'est ça qui rend davantage l'établissement de la CNI difficile. Et plusieurs parmi eux sont appelés à reprendre leur première identité. Sauf qu'il se pose aussi ce problème de diplôme, parce que beaucoup ont des diplômes avec leur double, voire triple identité. Comment ils font? On gère ces cas comment, Patrick? Bon, je pense qu'il y a un principe juridique qui dit que la fraude corrompt tout. Donc vous imaginez bien que par effet de cascade, même ces diplômes sont réputés frauduleux. Vous ne pouvez plus vous en prévaloir. Mais vous imaginez quelqu'un qui a eu une licence ou un baccalauréat? Mais je suis désolé, je n'ai pas envie de me mettre à la place d'un fraudeur. Vous avez fraudé et vous devez payer pour ça. Dans certains cas, vous pouvez être poursuivi devant les tribunaux. Donc, le sujet, ce n'est pas venir faire de la compassion ici pour des gens qui font des arrangements avec la réalité. Ça, moi, je suis désolé, je ne soutiens pas ce type. Je dirais même, Patrick, il faut que quelqu'un qui a fraudé pour avoir des diplômes en plus, vous voyez bien que s'il va faire un concours, il va avec un âge qui n'est pas le sien, mais qui est moins que son âge. Donc, il fraude dans la compétition. Parce qu'il y a un Camerounais qui aurait pu être à sa place, qui ne l'a pas eu parce qu'il a fraudé sur son âge. Parce qu'il a fraudé. Non, la fraude corrompt tout. Il n'y a pas de réserve à faire là-dessus. On ne peut pas. Moi, je pense que, et je ne veux pas m'enfermer sur le débat sur ce qui s'est passé à la FECAFOOT et les conséquences éventuelles de la divulgation de cette liste. Je crois que c'est un vrai problème social parce que quand la DGSN dit quand même il y a 3 millions de Camerounais qui sont concernés, c'est un peu plus de 10% de la population camerounaise. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène sérieux et qui appelle une réponse dans la longue durée. Effectivement, les initiatives qui ont été mises sur pied dans le cadre du BUNEC sont des initiatives qu'il faut consolider. Parce que ça passe par l'informatisation, mais il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Derrière la machine, il y a toujours le facteur humain. Donc, quand les gens font 2, 3 identités, quand les gens ont 2, 3 CNI, c'est souvent parce qu'il y a des gens qui acceptent de prendre un peu d'argent pour entrer dans le système et modifier 2 ou 3 éléments. Donc, il faut faire en sorte, premièrement, de numériser, mais s'assurer qu'effectivement, les personnes en charge de ces dispositifs-là soient d'une certaine probité. Dernière chose, pour assurer Guy Laurent, le fichier solde de l'État est numérisé. De ce point de vue, le sujet... Il y a été une lutte, c'était une lutte. C'était une très grande lutte. Oui, juste en 30 secondes. Parce que pour ce qui est de ce que la DGSN a publié, il y a quand même un déficit de communication descendante au niveau de la DGSN. Et nous l'avons toujours dit.
Il n'est pas possible. Lorsque je vais établir ma carte nationale d'identité, je m'adresse à LT06 par exemple, commissariat numéro 6 de Douala. Je leur présente mes documents. Ils envoient les documents au centre de production à Yaoundé. Qu'est-ce qui empêche le centre de production de renvoyer l'information à LT06 pour que, une fois que j'irai avec mon récépissé, LT06 me dise, ta carte d'identité ne sort pas parce que tu as une double identité. Il reste à Yaoundé avec cette information-là pour que les Camerounais fassent comment? Je ne justifie pas du tout la fraude à l'âge. Pas du tout. Si Philippe permet une seconde, simplement, effectivement, ce serait plus sain que cette information soit portée à la connaissance des personnes concernées. Ça fait partie des principes de transparence de la vie publique qui sont en vigueur au Cameroun depuis la loi de 2018. Mais là, c'est une mesure qu'il faut encore adopter. Oui, mais je dis qu'il faut l'implémenter. Voilà. Ce qui est un peu difficile quand on est dans le contexte camerounais. Philippe Asseni, c'est bien, mais il y a des conséquences, comme peut-être le cas des diplômes qui vont certainement à un moment donné faire objet de poursuites judiciaires, et ainsi de suite. Il y a des conséquences où on doit se dire on applique quand même les mesures malgré les conséquences. Non, mais on doit appliquer les mesures. Nous qui faisons face aux exigences de gestion financière des Européens, parce que nous recevons les fonds européens, je peux vous garantir que c'est super compliqué. Je connais des organisations qui ne prennent jamais les fonds de l'Union européenne parce qu'ils vous disent que moi je ne peux pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que même pour acheter un bic de 100 francs, il faut justifier. Nous, on n'a pas cette pratique. Et pourtant, moi je trouve que c'est bien aussi, il faut apprendre à le faire. En tout cas, c'est ça. Comment? C'est ça. Oui, bien sûr, il faut apprendre à le faire. Parce que nous, on est habitué, si tu as ton argent, comme c'est ton argent, tu dépenses comme tu veux. Nous ne savons pas faire des budgets et faire l'évaluation à la fin du mois pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de mon salaire. C'est des choses que nous devons apprendre à faire. La société doit apprendre à bien fonctionner. À un moment donné, il faut qu'on change de façon de faire. C'était un ami qui rappelait à un garagiste qui soutient qu'il faut qu'il y ait de changement, comme nous tous nous soutenons qu'il faut qu'il y ait. Et lui rappelait quand même, est-ce que tu sais que le changement que nous tous nous souhaitons là, si ça arrive, ton garage ne va plus. Il faut qu'on soit préparé à cela. Évidemment, on ne doit pas bousculer. Par contre, il ne faut pas bousculer. Parce que quand il faut préparer le changement. On ne vient pas avec les bâtons, dire que désormais, il n'y aura pas ceci. Il faut préparer la société au changement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on décide que... à partir de tel... Voilà. À partir de maintenant, on ne fait plus ceci. Et à partir de là, on commence à changer progressivement. On se dit, dans 10 ans, on aura sorti de la société les mauvaises pratiques. Il y a beaucoup de choses qui traînent chez nous parce qu'on refuse, nous résistons au changement. Ouais, je vous prends un exemple simple. Ouais, on décide dans une grande ville, peut-être dans les grandes villes, on dit on va avoir des journées de propriété. On décrète qu'un jour, c'est journée de propriété. Alors moi, j'ai toujours posé la question, mais quand vous faites ça, vous voulez dire quoi? C'est quoi le message? C'est que nous avons le droit de salir pendant 6 jours, et il y a un 7e jour, on décide que bon, comme on a sali pendant 6 jours, le 7e jour, on s'arrête un moment pour nettoyer. Non, il faut apprendre au Cameroun à être propre. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne pas salir. On ne doit pas dire on a un jour pour faire la propriété. Il faut qu'on apprenne et qu'on prenne des dispositions pour que les gens ne salissent pas. Au bout de 10 ans, on va se rendre compte qu'on n'aura pas besoin de journées de propriété parce que c'est propre tous les jours. Je pense qu'il faut qu'on construise une société, n'est-ce pas, qui se projette vers de nouvelles pratiques. Et ça demande à réformer un certain nombre d'institutions aussi dans leur fonctionnement, dans les structures et autres. D'accord, avant d'entrer dans les solutions, Guy Laurent, est-ce qu'il n'y a pas lieu de questionner un peu les mécanismes de lutte contre le trafic de l'âge, même dans la fonction publique? Je crois que M. Philippe Mwanga vous l'a expliqué. C'est-à-dire que nous avons fait le constat ici tous ensemble que cette fraude sur l'âge est un phénomène généralisé et dangereux pour notre société. Et je dis même que la fraude à l'âge, c'est l'une des plus grosses injustices que nous ayons aujourd'hui. Ça, je l'ai dit. Maintenant, les techniques, je ne suis pas très fort là-dessus, puisque moi, je n'ai pas fraudé sur mon âge. Et ce n'est pas une pratique qui est répandue dans ma famille. Je ne sais pas exactement comment les gens font. Mais j'ai appris... Personne n'est né à Kumba chez vous. Non. J'ai d'ailleurs la chance d'avoir déjà eu à rencontrer les filles accoucheurs.
parce que maman me l'a présenté ici à Douala. Donc, ce que je veux dire, par contre, c'est que j'ai appris que dans certaines mairies, on rédigeait les actes de naissance, on rédigeait les actes de naissance, on sautait des pages. Ah oui, c'est ça. C'est une technique que l'on m'a apprise. On peut prévoir qu'un gars viendra avec les sous. Donc en fait, nous sommes encore dans le, nous sommes dans le système de corruption généralisée qu'on a créé. C'est-à-dire que le gars prépare la fraude. Il prend un registre, il remplit des feuillets, mais il y a des feuillets qui sautent. Parce qu'il sait qu'effectivement, quand il y aura un client, parce que c'est du clientélisme, quand il y aura un client qui arrivera, il va te dire non, j'avais prévu le numéro tant qui est encore disponible. Combien tu as? Donc ce qu'il va falloir faire, c'est déjà de mettre en place l'informatisation de cette affaire. Parce que quand on informatise l'affaire, c'est compliqué. Même si c'est les mains d'hommes, au moins on a tout fait pour baisser un peu la marge de fraude possible dans l'établissement des actes de naissance. Mais en même temps, le RDPC a une expression qui est aussi louable, qu'on appelle le réarmement moral. Seulement qu'ils ne l'ont jamais vraiment implémenté. Il faudrait que les Camerounais comprennent. Quand on coupe l'âge, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parfois, ce n'est même pas une bonne chose. Mais cela peut être préjudiciable. Parce qu'effectivement, ce n'est véritablement pas une bonne chose. Merci, on va sortir par les solutions. Damien, que faut-il faire au sein des mairies pour que, au moment d'établir l'acte de naissance, c'est vrai qu'on parle de l'informatisation des actes de naissance, est-ce que ça va suffire pour prévenir ce phénomène? Alors, avant d'arriver au centre d'état civil, revenons sur les 3 millions de Camerounais dont parle le DGSN. Ne leur faisons pas croire au sortir de cette émission que leur situation est foutue, qu'on ne peut plus rien faire. Le gouvernement de la République a 2 modalités pour résoudre ce problème. La première modalité, c'est un jugement. C'est-à-dire que Makon Maoum a 2 âges. Il a 35 ans, il a 40 ans. Le juge décide de l'âge de Makon Maoum. C'est une possibilité. La deuxième possibilité... Sur la base de quoi? Sur la base de ce qu'il aura. C'est-à-dire que je vais au tribunal, je me défends. Il n'y a que ces 2 solutions actuellement. Sauf si vous voulez dire que Makon Maoum qui a 2 âges ne doit plus avoir de carte d'entrée au Cameroun. Il y a 2 possibilités. La première possibilité... Il faut sortir de l'impasse. Il faut sortir de l'impasse. Tant que vous avez trouver un acte qui soit légal, accepté par un juge, et donc validé par les institutions. Voilà. Donc, je vais au tribunal, je défends mon dossier. Ma plaidoirie est là, faite par mon avocat, si j'en ai un. Et puis, le juge décide que, OK, ton âge, c'est désormais 34, définitif 34 ans ou 40 ans. C'est lui, il décide, et puis, je suis obligé de suivre. Il y a de la deuxième possibilité qui me paraît moins envisageable, c'est celle de laisser les Camerounais choisir l'un des 2 âges ou l'un des 3 âges. Ça me paraît très peu envisageable, mais c'est aussi une possibilité. Maintenant, pour ce qui est des actes de naissance, il faut que les Camerounais soient sensibilisés sur le fait que lorsque vous avez votre femme, voilà, vous avez fait un enfant, vous disposez de 90 jours pour déclarer cette naissance auprès du centre d'état civil le plus proche, et on vous produit cet acte gratuitement. Il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans un centre d'état civil, on vous dit, bon, ici, le BINEC ne nous envoie plus les registres depuis longtemps. On est obligé d'aller faire imprimer nous-mêmes. Et puis, il faut 2000, il faut 3000. Mais je crois que pour éviter que son enfant ne se retrouve dans des difficultés, on peut quand même sortir 5000, 2000, 3000. Je ne le justifie pas. Mais ce qui serait plus préjudiciable, c'est que votre enfant n'ait pas d'acte de naissance. Nous devons avoir la culture de produire des actes de naissance. C'est le premier diplôme d'un enfant, l'acte de naissance. Donc, on doit pouvoir le faire. Docteur Ifoué, est-ce que dans le domaine sportif, il n'y a pas lieu d'adopter des mécanismes qui pourront permettre de suivre la carrière des jeunes désormais dès le bas âge pour prévenir le trafic à long terme? Ces mécanismes existent et ils ont toujours existé. Ils sont même plus perfectionnés aujourd'hui. Mais pas au Cameroun. Les tests aussi existent. L'IRM existe. Voilà, tout ça, maintenant, vous savez, quand on veut fermer les yeux, on ferme les yeux. Mais ça, c'est un choix. Bon, si vous choisissez maintenant de fermer les yeux au Cameroun et qu'au niveau de la CAF ou au niveau de la FIFA, vous êtes rattrapé par la patrouille. Bon, c'est ça la difficulté. Moi, je pense que il faut sortir de là. Il faut sortir de cette culture de la fraude à l'âge. Écoutez, si vous avez 60 ans, acceptez que vous avez 60 ans. Si vous avez 20 ans, acceptez que vous avez 20 ans.
et essayer de travailler sur les opportunités qui s'offrent à un jeune de 20 ans. Maintenant, quand vous avez 60 ans, vous travaillez sur les opportunités qui s'offrent à un senior de 60 ans. Mais si vous avez 60 ans et que vous voulez aller saisir les opportunités d'un jeune de 40 ans, il y a distorsion de concurrence. Et on ne peut pas encourager ça. Donc, il faut que nous prenions conscience que c'est une voie qui est une voie sans issue et que cela se fasse en interne ou à l'extérieur. Ceux qui veulent faire carrière dans les compétitions sportives, ils doivent savoir qu'ils finiront par être rattrapés s'ils rabotent un peu trop leurs âges. D'accord, Philippe Nanga, on va sortir pour le cas de la FECAFOOT, ou bien du football camerounais particulièrement au stade actuel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler toute la compétition, reprendre à zéro ou bien je n'ai pas de continuer. solution. Je pense que ceux qui ont les dossiers en main, ceux qui ont la gestion de cette affaire, doivent savoir ce qu'il y a à lieu de faire. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce type de dossier, donc je ne suis pas non plus à la FECAFOOT, je sais pas. Moi, je préfère parler du point de vue général. Je pense que nous devons prendre des dispositions dès maintenant pour sortir de là, pour les générations futures tout au moins. C'est-à-dire prendre des mesures. La question des 2 000, 3 000 qu'on paye, là, il faut arrêter. Nous, on dit aux gens, si vous ne payez pas, voilà, vous faites du bruit, on va vous prendre votre dossier. De toute façon, ils ont l'obligation de prendre le dossier. Ils n'ont pas payé 2 000 francs ou quoi que ce soit. Maintenant, on doit prendre, les associations ont proposé beaucoup de mécanismes. Que les gens ne soient plus, que les déclarations ne se fassent plus, même pas les individus, pas les parents. Ça peut se faire de façon mécanique. C'est-à-dire de façon, comment on dit ça, directe, automatique, voilà, à partir du centre de santé. C'est au centre de santé. Ça se fait de plus en plus maintenant. Voilà, justement, il y en a qui font déjà ça. Sauf qu'il n'y a pas une obligation, c'est une faculté. Voilà, oui, il y en a qui font déjà ça. Mais ça doit être comme ça doit être généralisé. C'est-à-dire que ce n'est plus les parents qui prennent le dossier pour aller déclarer, c'est l'hôpital qui déclare et vous allez là-bas. Justement, ça fonctionne dans certaines mairies maintenant, où on envoie et la mairie vous appelle pour vous informer que votre acte de naissance est disponible. On pourrait d'ailleurs aller un peu plus loin sans te couper, Philippe, en faisant en sorte que les petits bureaux qui existent maintenant soient transformés en centres d'état civil spécialisés et au sein des formations hospitalières, voilà, de sorte que les déclarations se fassent là et que tout ce que le parent ait à faire, c'est venir donner le nom de l'enfant. D'accord. Dis Laurent, pour sortir. Donner le nom de l'enfant et le nom du père aussi souvent. Parce que très souvent, la personne qu'on a à l'hôpital, c'est la maman. C'est la maman. Et donc, pour établir l'acte, il faut bien qu'on donne le nom de l'enfant et le nom du père. Bon, maintenant, il est témoin aussi. Mais quelquefois, le père est absent. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit le nom du père aussi, ou bien. Mais disons, de manière plus sérieuse, il faut simplement rapprocher l'administration des parents. Parce que là, on est en train de donner des solutions, mais on parle surtout de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, de Maroua. Mais il y a des villages très reculés où il n'y a pas de proximité entre l'administration et les mamans qui accouchent dans les champs. Donc, il faudrait que l'État fasse tout pour opérer un maillage véritablement complet du territoire. Vous avez des mamans qui accouchent et c'est 2 ans après qu'elles rencontrent pour la première fois une autorité publique. Moi, dans la campagne de la campagne présidentielle 2018 avec M. Maurice Kamto, pour le compte du MRC, je peux vous dire que nous sommes allés dans un village très reculé de la Damawa, où les populations nous ont dit c'est la première fois que nous va arriver ici chez nous un parti politique, même pas le RDPC, un parti politique. Et de nous dire que quand on entend parler du maire, il s'arrête à 200 km en route. Donc c'est lui qui peut arriver là-bas dans sa voiture, lui donne des éléments pour qu'il puisse traiter son dossier. Il vient 1 fois par semaine. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème parce que les administrations ne sont pas proches des administrés. D'accord. Guy Laurent Kwam, merci d'être passé sur cette hebdo ce dimanche. C'était un plaisir, c'était un plaisir. Philippe Nanga, merci d'être passé. Merci. Docteur Rifo, merci à vous et aussi à vous, Damien Macon. C'est moi. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition de cette hebdo. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. N'oubliez pas les heures de rediffusion et surtout que vous pouvez suivre à nouveau cette édition sur nos pages Facebook et YouTube STV Cameroun. Bon dimanche à tous. Ouais.